Now let's go. Louis Fouché, bonjour et merci d'avoir accepté ce congrès de naturopathie sur le thème de l'immunité. Donc nous allons passer un petit moment avec toi. Je suis honoré que tu aies accepté mon invitation pour échanger sur ce thème. Tu vas être le dernier, tu vas clôturer ce congrès et on va pouvoir peut-être récapituler, aller un peu plus loin et aborder des thèmes qu'on n'aura peut-être pas abordés durant ce congrès, pardon. Et donc, justement, pendant ce congrès, on a abordé énormément de choses. On a parlé d'hygiène de vie, de médecine, de sommeil, de stress, d'alimentation. Et j'avais une première question. Pourquoi en médecine, on en parle de moins en moins? On parle de moins en moins de terrain et j'aurais envie d'avoir ton avis, comme si on avait perdu cela, alors que ça fait partie du serment d'Hippocrate de base. Et pourquoi on en est arrivé à ça? Pourquoi une jeune femme maigre et un gros costaud ont le même traitement, le même dosage, un même galénique, etc. Et pourquoi on n'adapte plus, on prend plus le temps? Voilà, c'est une double, triple, quadruple question, mais on peut déjà aller très loin à ce niveau-là. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce qu'on a perdu quelque chose? Ouais, d'abord, merci Kevin de me recevoir. Ça me flatte en fait de pouvoir parler dans ce congrès, d'autant que pour moi la naturopathie c'est assez loin de ma pratique quotidienne et donc c'est avec curiosité quelque part que je viens parler chez toi. Et bah voilà, moi je suis médecin anesthésiste réanimateur. Je veux dire d'où je parle. J'ai pas de conflit d'intérêt, je gagne pas d'argent avec la naturopathie. On n'a pas de contrat ensemble, là, on vient d'en discuter, donc je gagne pas d'argent en venant parler ici, c'est important que les gens le sachent, quoi. Je viens juste partager quelque chose, ce que je peux avoir compris, et puis ouvrir des possibles ou des contradictions, tant mieux, ce sera bien aussi. Et puis, je suis le porte-parole d'un collectif qui s'appelle Réinfo Covid, qui est un collectif qui cherche à changer un peu le regard sur la crise du Covid actuelle. Je suis honoré de l'être, parce que c'est plein de gens qui sont extrêmement lumineux, qui portent une bienveillance vis-à-vis de l'humanité et de ce qu'on peut espérer. Donc voilà, je viens parler de ça et je viens pas du tout parler au nom de mon institution. Je le dis à chaque fois parce qu'en fait, c'est compliqué dès qu'on apparaît en public. Quand on est médecin, on est rattaché à l'endroit où on travaille. Et donc, je parle pas du tout pour la PHM. C'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez, j'ai pas de blouse en fait, j'ai pas de signe distinctif. Je parle juste en mon nom, quoi. Voilà. Mais j'ai pas de conflit d'intérêt. En dehors de la naturopathie non plus, c'est-à-dire que vis-à-vis des labos pharmaceutiques, je n'ai pas de, j'ai pas de financement, j'ai pas de stock option, j'ai 450 € sur la base Transparence Santé, qui sont les staffs des services qui avaient été faits avant. Et voilà. Donc pour revenir à ta question de manière un peu plus précise, après avoir dit d'où je parle, tu me demandes pourquoi est-ce que finalement la médecine allopathique que je pratique, on a l'impression qu'elle aurait oublié un petit peu le terrain, qu'elle aurait un peu oublié un patient peut être différent d'un autre. C'est pas des robots qui sont toujours les mêmes. Bah, la première chose qui m'est venue en t'écoutant, c'est que j'étais à une conférence de sociologie du travail en santé au Collège de France. C'était il y a 8 ans maintenant, je crois, ou 9 ans. Et c'était la chaire de quelqu'un qui s'appelle Pierre-Michel Manger. Les gens peuvent le retrouver sur Internet dans une chaire de sociologie du travail créateur, ça s'appelle. Et c'était un cours introductif où il y avait un invité qui s'appelle Claude Le Pen et qui est économiste de la santé, professeur à Paris-Dauphine. Et donc, il vient expliquer ce que c'est que l'évaluation en santé. L'évaluation d'amélioration qualité permanent, comme dans les entreprises, comme dans les administrations, ce qui nous vient des États-Unis, quoi, les process qualité. Et que donc, on met en place une stratégie, on la pense, on la met en place, et on l'évalue, et puis on corrige, et puis on s'améliore, et puis on s'améliore. Ce qui paraît une bonne idée comme ça, mais le type arrive et vient parler au nom de la haute autorité de santé. Donc, elle est haute et autoritaire. Et elle nous dit ce qu'on doit faire. Et il dit, nous sommes là pour liquider le modèle artisanal de la médecine. Sous-entendu, nous sommes là pour mettre en place un système industrialisé, évalué et rationalisé de production et de consommation de biens et services de soins. Ah, en fait, il ne s'agit pas de te soigner. Il ne s'agit pas de prendre soin de Monsieur Gérard, de Madame Robert. Il s'agit de mettre en place un processus industriel de consommation et de production.
Et finalement, on voit que la santé a dérivé progressivement entre le 19e et le 20e siècle en un système techno-industriel, c'est-à-dire basé sur la technique et basé sur l'utilisation des outils techniques produits par les vendeurs de remédiation, c'est-à-dire les industries du médicament ou les industries du biomédical, sont venus vendre des remèdes et essayer de donner un nom aux maladies de manière simpliste. Et finalement, dans les études de médecine elles-mêmes, les étiquettes diagnostiques deviennent des étiquettes binaires. Est-ce que tu es hypertendu? Oui, non. Est-ce que tu es diabétique? Oui, non. Est-ce que tu es obèse? Oui, non. Mais en fait, hypertendu, oui, non, ça veut rien dire. Une vision complètement simpliste en fait de la maladie. Il y a des gens qui ont 60 ans, qui sont un peu gros, qui ont fumé, qui ont un peu bu, et puis qui sont un peu hypertendus, puis ils ont une monothérapie antihypertensive et ils vivent toute leur vie à 16 de tension et ça va quoi. Et, tout, et en fait, la tension tape sur leurs artères tout le temps un peu trop fort et puis finissent par scléroser leurs artères, qu'elles deviennent fibreuses. Et ils font de l'athérome, c'est-à-dire des plaques de cholestérol dans le cœur, dans le cerveau, dans les artères iliaques, etc. Et ils font ce qu'on appelle une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, une coronaropathie ischémique, donc des infarctus, des choses comme ça, de l'angor, où ils font des accidents vasculaires cérébrales ischémiques. Puis tu vas prendre un jeune Africain qui est en fait sous trithérapie antihypertensive et qui a fait encore des à-coups tensionnels chaque fois qu'il s'énerve, à 19 de tension, 20 de tension, et qui lui va taper très fort de temps en temps sur des artères saines. Et lui, il va pas du tout faire les mêmes conséquences, il va saigner dans le cerveau une fois de temps en temps. Et c'est pas la même maladie. Et pourtant, dans nos étiquettes diagnostiques, ça s'appelle hypertension. Et donc, le fait de donner un nom aux maladies binaires a complètement simplifié les tableaux cliniques. L'autre chose, c'est que donc on a mis des noms et ensuite, dans cette industrialisation du process de création du savoir et de la remédiation, tu me dis si tu comprends rien. Non, non, mais si. Non, ça va? Ça me parle beaucoup parce que moi, je le dis souvent à mes élèves. Du coup, évidemment, ils ont envie de s'efforcer à apprendre la définition de chaque maladie. Mais moi, je leur dis souvent, c'est important de comprendre les bases, mais l'important est de comprendre l'origine de la maladie. Et là, on peut commencer à travailler, comme tu le dis. Sinon, apprendre la définition d'hypertension, il y a tellement de types d'hypertension différents, on ne va pas les aborder de la même manière et donner les mêmes conseils et les traiter de la même manière, en naturopathie en tout cas. Donc oui, ça me parle. Tu peux continuer. Et puis on va faire des process de traitement, de remédiation, j'ai appelé ça, qui en fait deviennent algorithmiques. C'est-à-dire qu'il s'agit de dire, vous avez hypertension? Oui, non. Oui, vous avez plus de 16, vous avez moins de 16. Traitement A, traitement B, traitement C, traitement D. On fait un algorithme en fait de prise en charge. Et cette vision algorithmique des choses, qui est une vision d'ingénieur en fait, qui n'est pas du tout une vision de soignant, qui n'est pas du tout une vision humaniste qui intégrerait d'autres dimensions, elle aboutit à une médecine complètement simpliste où on peut remplacer les soignants par des machines, par des ordinateurs. Les ordinateurs vont même probablement mieux faire parce qu'ils feront moins d'erreurs humaines dans le chemin, dans cet algorithme. Et donc, aujourd'hui, un bon interne en médecine, c'est un interne qui est docile au protocole. C'est pas un interne qui est humain, bienveillant, à l'écoute, imaginatif, qui a de l'humour, qui a un sens de la relation. Non, 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 pas du tout. Donc, il y a déjà ce premier aspect-là. C'est qu'il y a un dogme, une idéologie, en fait, derrière la médecine allopathique moderne, qui est celle d'être appuyée sur la science et la technique, et que le traitement, la remédiation technique à la souffrance pourrait être uniquement un chemin algorithmique. Ce qui fait aujourd'hui dire à nos tutelles de santé qu'il faut faire un grand virage numérique de la santé, que vous avez une feuille de route déjà du numérique en santé. Et chaque année, il y a des plans qui vont disrupter, essayer d'aller encore plus vite que ce qu'on faisait avant. Il faut mettre des ordinateurs partout, il faut qu'il y ait du biomédical partout, voilà, et qu'à la fin, le médecin ou le soignant ne soit que le pilote d'une chaîne de montage de la santé. Mais comme dans Charlie Chaplin, dans les temps modernes, parce que si vous vous souvenez, il est en train de courir derrière un boulon pour essayer de le serrer, mais le boulon va trop vite en fait, et il n'y arrive pas. Et les soignants, c'est ce qui est en train de leur arriver. C'est-à-dire que le système technique va plus vite que ce qu'ils sont capables de le maîtriser. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les soignants sont plus capables de comprendre même la chaîne de montage. Ils comprennent plus qu'un seul petit rôle qui est d'essayer de serrer le boulon à la bonne vitesse. Donc aujourd'hui, un médecin, il va avoir du mal à questionner le protocole thérapeutique fourni par la haute autorité de santé
Il va avoir du mal à questionner la politique vaccinale fournie par l'agence régionale de santé. Il va avoir du mal à questionner ce que dit le ministère et les directives du ministère. Il va avoir du mal à questionner le protocole de soins qui lui est fourni par le Conseil de l'ordre. Ça va? Oui. Et quelque part, ça veut dire que le soignant et le médecin sont prolétarisés. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire qu'ils perdent leur savoir. Ils perdent leur savoir-faire, ils perdent leur savoir-être et ils perdent leur savoir théoriser. Ça veut dire qu'ils comprennent même plus ce qu'ils font et ils cherchent plus à comprendre. Donc c'est une partie de la réponse, d'une première partie de réponse que je peux te donner sur ce problème-là. C'est tu me demandes pourquoi on regarde plus le terrain, etc. Bah parce qu'en fait, dans la façon même dont on conçoit la pratique médicale, il y a cette idée de l'algorithmisation. Et de même dans la création du savoir médical. C'est-à-dire que, donc là j'ai parlé du champ de la pratique et du fait qu'il y avait des protocoles et qu'en fait le médecin était là pour respecter le protocole. Bon, je pourrais résumer mon propos comme ça en une phrase. Et puis de l'autre côté, il y a la création du savoir. La création du savoir, on a dit, bah, il y a des scientifiques d'antan, c'était des gens qui avaient vu des patients, qui avaient passé des heures et des heures à voir des phtisiques, des gens avec des tuberculoses, à avoir écouté les moindres gargouillis dans le poumon, comme dans les livres du 19e, ou quand on lit La montagne magique de Thomas Mann ou des choses comme ça. Et puis petit à petit, ces mandarins-là, qui transmettaient un savoir de manière académique, c'est-à-dire qu'il y avait des maîtres et des élèves, et donc il y avait une transmission. Et puis, si vous n'étiez pas content de votre maître, vous pouviez alors avoir un autre maître et il dirait autre chose. Et puis, petit à petit, à la fin, vous ferez votre sauce. Ça avait au moins le mérite qu'ils avaient vu des malades et qu'ils avaient goûté, travaillé dans la finesse une certaine pratique. Et le fait de côtoyer le réel et la réalité. Et petit à petit, on en est venu à dire, mais c'est pas fiable. Parce que justement, Gérard, il dit pas pareil que le professeur Robert. Alors, qui croire? Et puis, plutôt que de se dire, bah, en fait, ça dépend. Peut-être ça dépend des patients, peut-être ça dépend. On s'est dit, non, 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 en fait, on va prendre tous les patients, on va les pouler, on va essayer de mettre une étiquette diagnostique claire. On va les séparer en un groupe qui reçoit un premier traitement et un groupe qui reçoit un deuxième traitement. Ces patients, on va faire comme si, par le biais du tirage au sort, ils étaient tous pareils. Parce qu'ils ne seront pas statistiquement différents entre les deux groupes, dans leur poids, leur taille, leurs antécédents, puisqu'on les a tirés au hasard. Au fond, on devrait avoir la même répartition de l'obésité, de la taille, de l'hypertension dans les deux groupes. Et ils ne vont différer que par le traitement A et le traitement B. C'est ce qu'on appelle la randomisation, le tirage au sort. Cette méthode-là a permis de créer finalement dans des grandes séries de patients un peu l'équivalent d'un modèle expérimental. Un modèle expérimental, c'est quoi? C'est vous prenez un cochon, il fait toujours 40 kilos, il vient toujours de la même lignée génétique, vous avez élaboré le modèle, il est toujours pareil. Et ben là, on fait pareil, on fait comme si les humains, ils étaient tous pareils, pour ne comparer que le traitement. Mais les humains ne sont pas tous pareils. Et en fait, on a mis dans les mains de ce... Et puis ensuite, on a dit, on va faire des tests statistiques, on va utiliser l'outil mathématique et statistique pour dire est-ce que A est vraiment mieux que B. Et on a donné une force, une puissance dans la création du savoir à cette méthode, ce qu'on a appelé l'evidence-based medicine, la médecine basée sur les preuves, basée sur les statistiques en fait. On lui a donné une force très importante, au point qu'aujourd'hui, vous voyez tous les experts se brandir des études à la figure, se jeter la dernière étude du Lancet, du New England, du machin à la figure, et ne pas arriver à se mettre d'accord quand même. C'est ça qui est drôle. Et comme si c'était ça la vérité. En fait, il y a un quatrième moment, enfin un troisième moment, on va dire, de la création du savoir, qui est que petit à petit, on a dit, bon, bah, cette méthode scientifique statistique, elle a plein de biais. Elle a plein de biais qui sont que quand je crée le savoir, finalement, qui est-ce qui finance l'étude? Qu'est-ce qui gagne le type qui fait l'étude? Il va devenir professeur, il va avoir de l'influence, il va être un leader d'opinion. Et finalement, on a retrouvé tous les petits travers de l'humanité, le pouvoir et l'argent. Toujours la même chose, le pouvoir et l'argent. Et donc, cette méthode-là de l'evidence-based medicine a été subvertie, détruite progressivement par le pouvoir et l'argent, l'appât du pouvoir et de l'argent. Et au point qu'on est arrivé à une sorte de moment de post-vérité. Vous étiez capable de dire sur l'hydroxychloroquine tout et son contraire, et de plus savoir.
et d'être dans la phrase de Hannah Arendt qui dit « Quand tout le monde ment, le problème, c'est pas que les gens croient les menteurs, c'est qu'ils croient plus à rien. » On est là-dedans, en plein là-dedans dans le Covid. Vous avez l'impression qu'il n'y a que des menteurs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que des menteurs. Il y a quelques gens qui portent la lumière et vous n'êtes pas capable de les voir. Parce que les sophistes, les gens qui ont la parole, les médias dominants, etc., les médecins dominants, la haute autorité de santé, le conseil scientifique, qui ont un niveau de corruption absolument phénoménal. C'est-à-dire que les gens doivent regarder ça en face. Le niveau de corruption de tous ces gens est énorme en fait. C'est ce qu'on appelle une corruption systémique. C'est-à-dire que c'est même pas forcément les gens. Il y a des gens qui sont corrompus et qui sont des pervers. Mais il y a des gens qui sont pas vraiment corrompus, mais qui vont suivre le mouvement. Ils vont faire comme d'habitude, quoi. Parce qu'ils ne sont plus individués, ils sont prolétarisés, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ils ont perdu leur savoir critique sur le truc. Et donc, on arrive à ce moment de post-vérité. Qu'est-ce qui le remplace pour essayer de créer du savoir? Justement, l'utilisation du big data. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vous emmène loin. Mais c'est l'idée que les majors de l'information ont créé les conditions de duplication de la réalité numérique. C'est-à-dire la réalité est là et ils vont l'enregistrer, la capturer et la mettre dans des grands tableaux de données Excel. Et ce truc-là, ce qu'on appelle le big data, ça n'est possible que parce qu'il y a des iPhones dans votre poche, que parce qu'il y a des caméras partout, que parce que petit à petit les panneaux d'affichage vous surveillent, que parce que vous avez des montres connectées, le quantifying self, des choses comme ça, qui aspirent votre data. D'ailleurs, chez Google, on le sait, hein, Internet c'est pareil. Google, quand les gens qui ont voulu dégoogliser Internet, ils ont dit, donc Framasoft, etc., ils ont dit, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. En fait, vous êtes le produit de ces majors de l'information qui aspirent votre information, qui vous sucent votre karma toute la journée, quoi, pour en faire quoi? Pour en établir une certaine réalité, c'est-à-dire une duplication du monde. Ils ont fait comme un petit monde dans ce big data. Et comme ils ont l'art d'être les bibliothécaires, c'est-à-dire ils savent où tout est rangé, et ils sont capables de le corréler l'un avec l'autre. Et puisqu'ils ont l'état du monde à un instant T, ils peuvent le dire à un instant T plus 1, ça aura juste un tout petit peu dérivé, comme dans les modèles météorologiques, les modèles statistiques algorithmiques du big data, de traitement algorithmique de big data de la météo, ça correspond à la même chose. C'est parce que vous avez l'ensemble des masses nuageuses, de l'hygrométrie, etc., que vous êtes capable de dire dans 2 heures, il va se passer ça, que vous avez le vent à telle hauteur, etc. Donc, c'est des modèles très complexes, mais maintenant, on sait le faire. À telle enseigne que Waze vous dit mieux que vous par où vous devez passer. Mais Waze ne fonctionne que dans la mesure où tout le monde a un téléphone. Si jamais Waze est trompé ou n'a que 2 ou 3 téléphones connectés, ça marche plus. Donc l'idée a été de répandre le plus possible, de manière interstitielle dans votre vie, cette capture de l'information de tous les côtés. Ce qu'on est en train de dire sur Zoom, Kevin, est enregistré, est utilisé par Zoom à des fins que nous ne comprenons pas. Et nous ne possédons même pas cette vidéo. Là, c'est ça la réalité. Ils sont en train d'aspirer ce que je suis en train de dire, ce que tu es en train de dire. Et donc, petit à petit, donc j'en reviens à l'épistémologie, c'est-à-dire la fabrique du savoir. On est passé du mandarin, professeur, qui vous disait j'ai vu des malades, je les ai regardés longuement, etc. C'est ça qu'il faut faire. À non, 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 on a regardé tout plein de malades dont on a fait comme s'ils étaient tous pareils. Et on leur a juste changé le traitement. Et on vous a dit, c'est le traitement qui est mieux ou moins bien. Chez tout le monde qui a cette maladie-là, sans faire aucune nuance, aucune subtilité. Puis on a dit, ce truc-là, non, ça vaut pas parce qu'ils trichent en permanence, ils cherchent à nous vendre des médocs, etc. Donc non, on a capturé l'information du monde entier, on l'a dupliqué et on en a fait, et on vous a dit, l'état du monde, c'est ça. Sauf que ce traitement algorithmique de la data, en fait, ça correspond à une prédiction sur le monde autoréalisatrice. Waze, s'il vous dit l'embouteillage, il est là, il sait que vous allez passer ailleurs. Et donc, il va créer une autre réalité. Ah, d'un coup, cette force-là, des majors de la data, les GAFAM, c'est de pouvoir dupliquer le réel, nous dire comment il va évoluer et en fait, décider de comment il va évoluer. Ça va, je suis allé pas trop vite là? T'as suivi? Et dernier point, petit à petit, ça devient un modèle
tyrannique, autocratique, totalitaire, une totalisation numérique du monde qui aboutit au fait que vous ne décidez plus de votre destin. C'est Google, c'est Amazon, c'est Facebook qui décide de ce que vous faites, de si vous êtes vacciné ou pas, de si vous prenez tel ou tel médoc, de si vous êtes en forme ou pas. Votre miroir connecté va vous donner une prescription à la fin, va prendre rendez-vous tout seul chez le médecin pour vous, ou va vous commander directement votre remède sur Alibaba Express. C'est ça le but de la numérisation du monde et de la santé. À mon sens, c'est une voie de garage. Et heureusement, il existe déjà une source d'espoir qui est que, de manière interstitielle aussi, en utilisant les mêmes technologies numériques, sont arrivés des tutos. Des gens qui vous ont dit, bah moi, j'ai mangé comme ci, puis je me suis senti comme ça, un peu mieux. Et moi, j'ai telle et telle maladie. Voilà, c'est comme les carrés dans un Zoom, vous voyez, où il y aurait 800 000 personnes, sont devenues tellement nombreuses sur YouTube et partout, sur Vimeo et toutes les plateformes, qu'au fond, si vous posez une question sur je sais pas moi, une diète sans gluten, par exemple, vous allez pouvoir trouver une masse de contenu énorme. Et à la fin, vous allez pouvoir regarder vous, tous ces petits maîtres qui vont vous dire, moi, je me sens comme ça, je fais comme ça, c'est passé ça. Et vous faire votre idée à vous. Et à mon sens, on va vers ce mouvement-là où la création du savoir maintenant revient à un savoir vernaculaire, c'est-à-dire un savoir de l'expérimentation individuelle, mais qui vous est offert par le biais de technologies numériques qui démultiplient l'information et qui vous permettent d'avoir plein de regards différents. Et finalement, pour la plupart d'entre nous, et y compris médecins, on a plus appris sur le Covid par les tutos YouTube de l'IHU, par les réseaux sociaux et le Twitter de Éric Chabrière de l'IHU ou d'autres gens, ou de Denis Rancourt au Canada, que par l'evidence-based medicine, que par ou par les modèles statistiques, mathématiques, épidémiologiques, qui se sont tous révélés faux. Donc voilà, c'est un deuxième élément, c'est la fabrique du savoir et la fabrique de la pratique, en fait, ont évolué l'un vers… et puis, je vous ai offert une piste positive. Hein, et puis, pareil, dans la fabrique de la pratique, les gens testent, en fait, maintenant, indépendamment de leur médecin, indépendamment. Et là-dedans, il va y avoir à boire et à manger, il va y avoir du super et du n'importe quoi, probablement. Et ce qui devient difficile pour tes élèves, ou ça va être de faire le tri là-dedans, de savoir. Ils vont devoir trouver leur propre chemin. Et pour moi, il y a un écueil possible, c'est que ce serait celui de… je vais le présenter comme ça. Il y a une voie du néolibéralisme mondialisé technosanitariste qui est une tyrannie, qui est en marche, quoi, hyper en marche, là, avec notre président, tout ça. Je fais part de mes points de vue sans phare. Hein. Et de l'autre côté, on a potentiellement du New Age où l'humain serait autoconstruit de lui-même. Il se serait fait à partir de rien. Je crois que les deux sont des voies de garage. Il y a une troisième voie entre le totalitarisme technosanitaire et géré par des majors de l'industrie et du pharmaceutique et de l'information, et un New Age autoconstruit qui serait complètement flou, en fait, à mon sens, parce que les deux font fi de l'héritage, oublient le fait que on vient de quelque part. On vient de quelque part qui est tout l'héritage des savoirs accumulés. Et je pense qu'une voie intéressante dans les médecines intégratives, au sens large, hein, on va dire, que je connais pas bien, c'est celle de renouer avec des savoirs anciens, pas forcément de construire de neuf des choses complètement novatrices, etc., mais renouer avec plein de savoirs anciens et renouer avec le réel, c'est-à-dire et avec l'autre, avec celui qui est en face dans toute sa complexité, et qui n'est pas que technique, qui est social, qui est symbolique, qui est dans son histoire personnelle, qui est dans des toutes petites choses du quotidien qui ne sont pas regardées par notre médecine allopathique. Qu'est-ce qu'il mange, comment il vit, qu'est-ce qu'il pense, quelles sont ses émotions, quelles sont ses habitudes et ses pratiques. Et je pense que vraiment, il y a une clé là-dedans. Le présent est la porte, la pratique est la clé. Et aller trouver quelle est la pratique de la personne, et que si cette pratique, elle est très défaillante, qu'elle le maintient tout le temps dans un état où il est agressé par ce qu'il lit. Il lit que des romans noirs où les gens se font trucider dans tous les sens, passe son temps à manger du McDo,
il s'aime pas lui-même sur son image de lui-même, il ne reçoit pas d'amour, il en donne pas. Et il y a tout un champ à explorer que notre médecine a abandonné, simplement abandonné, et en prétendant qu'elle était juste au service de fournir des remèdes techniques à la souffrance, alors même qu'il y a plein de remèdes qui ne sont pas de l'ordre technique, mais qui sont déjà d'être dans l'écoute empathique. Et ça, c'est un très gros morceau. Les gens me rangent dans placebo et disent, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est qu'il y a des qualités d'écoute qui ne sont pas les mêmes. Et c'est peut-être une des choses que je peux dire sur le sommet. Là, je peux transmettre mon savoir de soignant, moi, c'est que rien que le fait de rentrer dans une chambre d'un patient et de l'écouter, avec son cœur, sans aucun jugement, et en fait, c'est déjà thérapeutique. Donc, et ça pourrait pas être fait par un robot. L'autre est profondément thérapeutique. Et il est aussi thérapeutique pour le soignant. C'est-à-dire que les gens qui te suivent et qui sont naturopathes ou qui sont des soignants, en fait, ça les soigne eux aussi. Ils se sentent mieux eux aussi. Et il faut qu'ils le prennent, ça aussi. On fait pas du soin parce qu'on reçoit rien en échange. On le fait même pas pour l'argent. Les infirmières, elles le font pas pour l'argent. C'est pas vrai. Elles sont mal payées, etc. Elles le font parce qu'elles en reçoivent quelque chose qui est que faire du bien à quelqu'un nous fait du bien à nous. Donc voilà, c'est une invitation à aller petite chose et développer une qualité sémiologique. La sémiologie, c'est le regard sur les signes en médecine. Donc de voir plein de petits signes, de voir que le docteur Fouché, peut-être il a des grosses cernes, etc. Ou qu'est-ce que ça veut dire, son grain de peau est comme ci, comme ça. Voilà. Donc justement, on parle un petit peu d'allopathie, de médecine intégrative, et on a l'impression qu'il y a une manque de valorisation du personnel soignant, pourtant qui sont passionnés, comme tu l'as bien dit. On a l'impression qu'ils donnent tout, ils sont au front, mais avec pas toutes les armes. Et du coup, ce qui fait que, d'après ce que tu nous as expliqué, ils se retrouvent à travailler sur des protocoles préétablis et ils ont peut-être perdu, je dirais pour certains, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, le fait d'investiguer peut-être un peu plus et de se préoccuper du terrain pour adapter au mieux la technique, le produit, l'outil, la galénique, etc. Et je ne sais pas si ça a un lien avec le fait qu'il y a vraiment une expansion de toutes ces médecines, je dirais, comme les nôtres, hein, aussi bien naturopathiques que Maintenant, on entend tout et n'importe quoi, comme on l'a dit au début. Il faut faire le tri aussi parce que c'est la porte ouverte à diverses dérives. Mais est-ce que c'est pas la médecine qui a créé ça en n'utilisant plus des bases d'hygiène de vie tellement simples que ça a donné envie aux gens d'aller investiguer de leur côté et euh, et du coup qui a amené aussi à peut-être en 2020 avec toutes les connaissances que l'on a à de moins en moins faire confiance à la médecine générale, si je puis dire. Parce que, évidemment, il y a tous ceux qui sont des grands adeptes, la science, le médecin, etc. Mais on voit qu'il y a quand même une perte de vitesse au détriment des médecines comme les nôtres. Et donc, on a quand même un objectif commun, c'est d'aider le consultant, que ce soit la médecine ou les médecines comme nous, on a envie de l'aider. Alors, pas plus avec la même manière, j'ai envie de dire, nous, je sais on peut se permettre d'accorder plus de temps, on se permet d'aller plus dans les détails, on passe 1 heure et demie, voire pendant 2, 3 séances pour essayer de comprendre comment la personne en est arrivée là. Ce qui fait que, sans le cacher, hein, je trouve aujourd'hui que les médecines comme les nôtres sont bien meilleures dans les maladies chroniques. Je trouve que eh bien, nous, on a souvent des personnes qui viennent nous voir et disent j'ai essayé plein de choses en médecine, ils ne trouvent pas. Je suis allé voir mon généraliste, mon spécialiste, ils ne trouvent pas. Et ils se retournent vers nous. Et donc, euh, moi, j'ai envie de dire qu'on devrait travailler plus main dans la main. Et comment, à ton avis, pouvoir collaborer entre médecine dite allopathique et médecine dite naturelle? Parce qu'on voit qu'il y a comme une scission parfois. On voit qu'il y a des médecins très ouverts, d'autres un peu plus fermés, comme si nous, on n'était pas crédibles ou qu'on était des charlatans, ou comme si le fait de donner des conseils alimentaires et de prendre des tisanes, eh bien, n'est pas efficace. Enfin, voilà, on est souvent réduit à ça. Ouais, et même au-delà de peu efficace, pour des médecins allopathiques, souvent ces médecines sont vécues comme dangereuses. Ils ont ce regard-là d'une espèce de chose un peu qui sent le soufre et qui serait un peu dangereuse. Euh,
j'essaie de trouver une bonne position. J'ai un fauteuil qui est pas très confortable. C'est pour ça que je gesticule, excusez-moi. La question du lien entre les médecines, il y a plusieurs questions dans ta question. Hein. Il y a d'une part la montée en puissance en fait des médecines naturelles, intégratives, holistiques, douces, vous les appelez comme vous voulez. C'est important d'aller dans la nuance et de voir ce qu'on a dit, c'est qu'il y a tout là-dedans aussi et c'est pas exempt de corruption non plus. Il y a des gens qui vont vouloir vendre leurs compléments alimentaires, des gens qui vont vouloir vendre leurs méthodes. Il y a des gourous qui vont s'autoproclamer, qui vont vivre une certaine puissance sur l'autre par le fait d'avoir un auditoire et qui peuvent être grisés de cette puissance, avoir l'impression de bien faire, alors qu'en fait, il manque de cet héritage et de ces racines dont j'ai parlé dans la première question. L'idée que on ne vient pas de nulle part et en fait, les savoirs se sont empilés et pour essayer d'aboutir à mieux comprendre le vivant. Il y a dans la médecine allopathique un parcours éducatif qui renouvelle complètement le bon sens et qui annihile en fait tous les savoirs anciens par l'apprentissage par cœur, le bourrage de crâne pendant des années et des années, qui fait qu'un médecin allopathe reçoit une éducation où ses professeurs lui expliquent que l'homéopathie, ça sert à rien, ça marche pas, que l'acupuncture, ça sert à rien, ça marche pas, que l'ostéopathie, ça sert à rien, ça marche pas, etc. Ils sont répétés comme des mantras sans justification réelle parfois avec des justifications, mais souvent sans justification, jusqu'à ce que finalement, rentrer dans la caste des médecins allopathiques signifie souscrire à cette idéologie-là et ne plus la questionner, la poser comme un dogme. Il y a la médecine scientifique basée sur les preuves, utilisant les molécules de l'industrie pharmaceutique. Tout le reste est de la littérature, voire n'existe pas. Et pour beaucoup de mes confrères, surtout les plus jeunes en fait, ça n'existe pas. Et il faut voir que ça a été volontairement détruit, et en particulier par l'industrie pharmaceutique. Pour tout ce qui est le champ de la pharmacopée homéopathique, alors moi j'y connais rien du tout, je vous dis juste ce qu'on m'a raconté, mais des amis homéopathes m'ont expliqué que d'année en année, leur pharmacopée s'est réduite. Les laboratoires ne produisaient plus même les granules dont ils avaient besoin. Et donc, ils avaient de moins en moins d'outils à disposition, jusqu'à aboutir à la fin à une réduction complète de leur pharmacopée. L'autre chose, c'est qu'on nous apprend en plus, alors ton micro marche pas bien, mais en plus de nous apprendre que ça n'existe pas, on nous apprend en même temps que c'est dangereux et que ça conduirait en fait à ce que le patient se néglige, sans comprendre que peut-être on soigne pas au même endroit, ni au même moment. Et que la médecine allopathique arrive à un point de rupture dans l'équilibre vital d'une personne, à un moment où ça casse, où l'ensemble des phénomènes qui concourent à l'état de santé de quelqu'un a abouti à ce qu'il y ait une rupture d'équilibre, soit comme un impératif à se transformer, à dire je dois me transformer parce que je ne peux pas continuer à vivre comme ça, en fumant, en buvant, en vasculaire cérébral, bim, rupture. Et la médecine allopathique va avoir ce côté merveilleux de la technique, c'est-à-dire on est capable en 3 heures d'aller réouvrir une artère qui était bouchée dans le cerveau et de faire qu'il n'y ait pas de séquelles de l'accident cérébral et de faire, mais ça voudrait dire qu'on ferait penser aux gens qu'on pouvait continuer à vivre comme ça. Ça, c'est le deuxième point. Donc, la médecine allopathique arrive à un point de rupture et est très efficace dans son utilisation de la technique à réverser ce point de rupture, ou en tout cas à fournir de l'énergie, à fournir des techniques qui permettent d'essayer de revenir à l'état avant. Sauf qu'on revient à un état de déséquilibre, où il faudrait prendre en charge ce déséquilibre. Et ça, c'est plutôt le rôle de la médecine chronique, de la médecine générale ou des consultations. Mais souvent, il y a un regard qui est porté sur un point focal. Vous avez un problème d'accident vasculaire cérébral, c'est un problème de tension. Et on va regarder que votre tension artérielle. Alors, je grossis le trait, hein, c'est un peu simpliste ce que je dis. Il y a des médecins qui essaient de regarder de manière beaucoup plus holistique, mais il y a une vision de la maladie qui serait il y a une cause et il y a une conséquence dans l'allopathie. Et donc, si vous traitez cette cause, vous n'avez plus la conséquence. Alors que
très profondément, les sagesses orientales nous apprennent que la réalité est un précipité de tout ce qu'il y a autour. C'est la manifestation à un instant T de tous les éléments et les phénomènes qui ont concouru à ce moment-là à ce que vous soyez comme ça. Ce que je viens de te dire te transforme, ton écoute me transforme, on passe son temps à coévoluer, il n'y a pas de soi séparé. Les conditions dans lesquelles je suis, dans ce bureau-là ou ailleurs, vont faire que je ne vais pas avoir la même façon de parler ou autre. Et que finalement, une partie, à mon sens, ou comme je le verrais à l'idéal des médecines holistiques, c'est justement qu'elles prennent holon, c'est tout entier. Elles prennent l'humain dans son entièreté, avec tout ce qui concourt, psychologique, affectif, nutritionnel, sommeil, lien à la beauté, etc., à l'image à la manifestation à un instant T d'une personne. Et que effectivement, c'est plus subtil d'aller jouer sur des tout petits équilibres de tel oligo-élément, de telle vitamine, de telle nutrition, de tel rapport au froid, au chaud, au salé, au sucré, à l'amitié ou au partage, que ça nécessite d'y passer du temps. Et tu as parlé de la notion de temps, elle est très importante. On a dit dans la première question que la médecine allopathique s'était transformée en une usine industrielle de création et de consommation de biens et services de soins. Ce rythme industriel est un rythme effréné. Et il est dans la tête de tous les gens qui fabriquent le soin et qui fabriquent la remédiation qu'il faut aller plus vite, toujours plus vite. Et ça a bien été mis en évidence par un sociologue qui s'appelle Armut Rosa, qui a écrit quelque chose qui s'appelle accélération et aliénation. Et puis, il a décliné ça plusieurs fois. Et après, il est parti dans un mode positif. Il a un de ses derniers livres s'appelle Résonance, essayer de trouver des solutions à ça. Mais décrit bien ce phénomène d'accélération de notre société, de notre civilisation, à la fois au niveau social, au niveau technique, etc., qui passe son temps à couper l'herbe sous le pied des agents, des gens qui font pour de vrai, qui font qu'ils se retrouvent en permanence à devoir se mettre à jour, se mettre en conformité, et qui peuvent jamais prendre le temps réellement. Et que s'ils voulaient prendre le temps, ils sont mis dans la contrainte économique et qu'ils ne peuvent plus gagner suffisamment leur vie. Et aujourd'hui, vous avez des infirmières qui, dans des services, passent peut-être 80% de leur temps à remplir des choses dans l'ordinateur et ne peuvent plus passer de temps avec les patients. Vous avez des infirmières qui ont trop de patients. Simplement, elles ont 35 patients dans un service. Elles ne peuvent pas passer du temps avec eux. Pas idem pour le médecin. Et parce qu'on a vu, dans l'organisation même des soins, le médecin, les soignants, infirmiers, aides-soignants, même gens qui font le ménage, on les a vus comme des robots, des rouages, en charge d'établir une certaine tâche, protocolisée même pas par eux-mêmes, par des gens qui ont pensé le système pour eux, et donc ils n'ont plus le temps. Alors, ce qui est heureux là-dedans, c'est qu'en fait, il y a une réaction. Tout équilibre trop perturbé aboutit à la fin à une crise et à une remise en place de l'équilibre. Et donc, tu as parlé du fait qu'il y a une montée en puissance de ces médecines douces, entre guillemets. Mais en fait, quand je prends les infirmières et que je discute avec elles, il commence à y avoir maintenant presque une majorité d'infirmières qui commencent à être versées dans ces arts-là, qui commencent à faire de la botanique, qui commencent à faire de la phytothérapie, qui commencent à prendre soin autrement que parce qu'on leur propose dans leur vie professionnelle. Idem pour les médecins. Vous avez des médecins curieux qui vont, in fine, quand leur pratique va se trouver tellement asséchée par le protocole, vont se dire, bon, il y a peut-être autre chose, quoi. Puis, en plus, ils sont confrontés au réel de la souffrance. Se mettre en contact. Je vous ai parlé de pratique tout à l'heure. C'est la pratique quotidienne du contact à l'autre et à sa souffrance questionne à un moment votre remédiation. C'est si ça marche pas ou si ça marche que partiellement, qu'à la fin vous trouvez sur ouais bon ok je vais guérir son accident vasculaire cérébral, mais bon sa vie c'est toujours une vie de merde. Vous êtes à côté de la question. Et il y a beaucoup de généralistes aujourd'hui qui sont à côté de la question quand ils remplissent des accidents de travail, des arrêts de travail, des certificats pour ci ou ça. C'est vraiment ça mon métier. Donc vous avez des gens qui rentrent dans une espèce de cynisme, qui vont dire bon bah mon but c'est de faire un max de consultations dans la journée, de faire tourner la carte verte, puis de très bien gagner ma vie. Et puis en fait je vais faire de la course à pied, je vais avoir une équipe de foot, des enfants, je vais avoir des belles bagnoles, je vais faire ci ou ça. Peut-être vont concentrer leur réalisation dans autre chose que leur vie professionnelle. Mais sauf que ça touche à la question du rapport au travail. Le travail est profondément notre réalisation, c'est notre lumière intérieure, notre talent qui est mis au service du groupe.
Est-ce que Chacun son talent, mais chacun sa façon de le mettre au service du groupe et de la cohérence du groupe. Mais donc, c'est en train d'arriver. Et je te donne un exemple, parce que moi, encore une fois, je veux juste finir mon idée. Euh, Aujourd'hui, au bloc opératoire, c'est un des endroits les plus asséchés de tous. C'est-à-dire, si tu demandes à un anesthésiste ou une infirmière anesthésiste ou une infirmière de bloc opératoire, à la fin de la journée, le nombre des patients qui sont passés au bloc, très souvent, ils ne s'en souviennent pas. Ils vont se souvenir du nom de la chirurgie. Ah, on a fait 2 pancréas, une rate, mais et peut-être elles vont se souvenir de quelques anecdotes à un moment ou d'un patient qui était très particulier. Et souvent, ce patient qui était très particulier, c'est parce qu'il était chiant. Donc, si le patient est docile et que ça se passe comme une lettre à la poste, ma foi, on s'en souvient même plus. Et en fait, c'est dans ce secteur-là, en anesthésie, que s'est développée le plus l'hypnose. C'est-à-dire une relation thérapeutique qui est profondément liée à la parole, à la relation. Et, et vous avez des gens qui sont à un très haut niveau d'hypnose. De capacité thérapeutique et qui en plus l'utilise bien, c'est-à-dire c'est l'hypnose ericksonienne thérapeutique. On est dans le respect de l'écologie de la personne, on n'est pas dans l'hypnose Macron et BFM qui cherche à vous laver le cerveau pour que vous soyez conforme à ce qu'on attend de vous, quoi, et que vous votiez comme il faut dans une hypnose qui est profondément respectueuse de l'autre. Et en fait, ça s'est arrivé en anesthésie. Et petit à petit, c'est venu dans la psychothérapie, dans plein d'autres champs, en fait. Ça a contaminé le reste. Et ça remet beaucoup de joie à travailler, beaucoup de bonheur. Un autre exemple, c'est Buurtzorg. Vous avez peut-être entendu parler de cette entreprise de soins à domicile. Voilà, je raconterai si vous avez envie, mais qui montre qu'il y a des bifurcations possibles et qui arrivent. Et on peut prendre la crise aujourd'hui du Covid comme la maladie de notre système, le précipité fatal de toutes les maladies, justement, de tous ces facteurs qui faisaient que notre système était profondément malade. Il y a plein de gens qui ne veulent pas le voir encore. Mais la réalité, c'est que notre système était profondément malade, créait de la domination, de la souffrance, de la peur, un refuge dans des paradis artificiels numériques ou des drogues. Et que ça y est, on est arrivé au bout de ça. On est très malade. Et donc, comment est-ce qu'on va résoudre cette maladie? Vous avez une remédiation technique portée par la médecine allopathique. On peut en reparler plus tard, si tu veux, sur ce que propose le système pour sortir de cette crise. Ou alors, on a d'autres champs du possible qui vont consister à les regarder sans phare et avec une sémiologie fine. Qu'est-ce que c'était que cette crise économique, cette crise sociale? Donc, notre rapport à l'argent, notre rapport au pouvoir, notre rapport au travail. Qu'est-ce que c'est que cette crise sociale? Qu'est-ce que c'est que nous? Comment on vit ensemble? Qu'est-ce qui nous structure? Quelles sont les raisons d'être évolutives qui nous permettent de rester ensemble, tout en laissant l'individu exister? Qu'est-ce que c'était que cette crise de l'école? On n'apprend plus aux enfants que des bêtises pour en faire des citoyens dociles. Et donc, tout le monde est conscient, et à commencer par les instituteurs qui sont extrêmement… Il y a tout plein de crises. La bifurcation, elle va essayer de traiter cette crise justement dans tous ses aspects. Et c'est là que c'est heureux, c'est que ça n'a pas attendu le Covid pour exister. Il y a déjà plein de gens qui ont pensé le côté de la santé, on va dire, autrement que par ce que nous propose le système. Il y a déjà tout plein de gens qui ont pensé à remédier la crise économique autrement que par le Great Reset de Klaus Schwab et la mise en place d'une crypto-monnaie internationale gérée par la Banque mondiale et le FMI et qui ferait de vous, en gros, les esclaves des grands financiers de ce monde. dans ce que tu dis, toi, tu y crois vraiment que ça va évoluer dans le bon sens? Parce que comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, c'était ma question. Je voulais te couper pour ça. Mais du coup, là, on parle beaucoup de santé et de médecine. On voit qu'il y a des choses qui vont bien, mais beaucoup de choses qui ne vont pas, en tout cas qui sont améliorables. Et quelque part, on a envie de revenir un petit peu en arrière pour retrouver du temps avec le consultant, être à l'écoute, etc. Mais c'est plus profond que ça. Comme tu l'as dit, il y a l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, il y a du business là-dedans. Et il y a aussi quand même, comme tu dis, l'éducation. Tu parlais que, à juste titre, les infirmières qui s'intéressent de plus en plus à cela. Nous, on a beaucoup de demandes d'infirmières dans nos métiers, médecine à nous. Mais l'éducation nationale aussi, on voit que c'est des professionnels qui ne sont plus vraiment en phase à ce qu'ils apprennent à l'enfant. On voit également pour nos anciens, dans les EHPAD, hein, que certains appellent les mouroirs. Donc, comme tu le dis, en gros, il faudrait mettre un coup de pied dans la fourmilière si on veut avancer. Mais est-ce que tu crois que ça peut arriver? Parce que le business est tellement puissant que est-ce que beaucoup vont vouloir revenir en arrière? Est-ce qu'on va retourner à la bouteille en verre,
à la place de bouteilles en plastique? Est-ce que les gens vont prendre le temps de recuisiner à la place de racheter des plats préparés? Est-ce qu'on va avoir plus de main-d'œuvre dans les EHPAD? Est-ce qu'on va avoir plus de bon sens de l'éducation de nos enfants et leur apprendre pourquoi pas un peu des cours de nutrition, des choses qui nous servent jamais dans notre carrière? Est-ce que c'est possible? Et ça serait bien en tout cas. Bah, non seulement je pense que c'est possible, mais je pense que c'est nécessaire. Que donc ça va arriver quand les choses sont nécessaires dans la matière, elles se présentent en fait, elles se passent. Donc, et je pense que c'est pas binaire, c'est-à-dire que ça va arriver et ça ne va pas arriver. Et il va y avoir plein de nuances en plus. Ça va arriver un peu, moyen, beaucoup. Et donc la réalité, c'est que il y a des gens qui vont être emportés par cette crise, qui vont en mourir au sens propre. Hein. Il y a des gens qui vont en mourir au sens figuré, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de s'accrocher au reste du néolibéralisme mondialisé techno-industriel. Voilà, on peut l'appeler comme ça si on veut donner un nom à la chose. Donc il y a des gens qui vont être emportés parce qu'ils vont s'y accrocher, parce qu'ils pensent que c'est ça qui les maintient en lien, qui maintient le nous. Ils ne voient pas d'autre alternative pour faire société, ils ne voient pas d'autre alternative pour se soigner, ils ne voient pas d'autre alternative pour s'éduquer. Et donc eux vont continuer, mais ils vont être emportés. L'image que je pourrais donner, c'est une image mythologique, c'est celle du déluge dans l'Ancien Testament. Tu peux imaginer qu'il pleut beaucoup au départ et qu'il y a plein de gens qui disent bon, ça va s'arrêter. Il pleut, mais bon, ça s'est jamais vu avant qu'il ne s'arrêtait pas de pleuvoir. Donc ça va bien s'arrêter. Et donc, bon, bon an, mal an, ils vivent avec la pluie. Donc, on peut imaginer qu'il y a des gens qui mettent des parapluies, qui mettent des bâches, qui essayent d'arrêter la pluie même, qui font des danses de la pluie pour prier que ça s'arrête, pour chercher le beau temps, etc. On peut imaginer qu'il y en a d'autres qui, pendant ce temps, construisent une arche de Noé et préparent autre chose pour embarquer, parce qu'ils savent que l'eau va monter. Et puis l'eau va monter. Et il y a des gens qui vont embarquer dans l'arche de Noé en disant oula, ça pue. Il y en a d'autres qui vont rester et dire bon, oui, on n'avait pas vraiment besoin du rez-de-chaussée, ma foi, on peut vivre au premier, hein, et puis on peut naviguer en barque dans les rues, ça va. Bon, avant on prenait la voiture, hein, c'est pas grave. Donc les gens, ils vont faire ça, ils vont vivre avec le masque, ils vont vivre avec des vaccins tous les 2 mois pour des choses un virus qui varie tous les 2 mois, quoi. Et puis, il y en a d'autres qui, petit à petit, déjà dès le premier étage, ils vont dire bon, ok, on va embarquer dans le bateau, on va aller voir, quoi. Et puis, il y en a qui vont rester dans la maison jusqu'au bout. Non, mais ça va s'arrêter, quoi. Et ils vont se retrouver engloutis, ils vont être pris par le déferlement. Et tous ceux qui auront. Donc voilà, tout le monde n'embarquera pas dans le bateau. Bah, j'ai envie de dire, c'est la vie, en fait, quoi. Mais je crois que ceux qui resteront, c'est ceux qui auront pris le bateau et qui iront vers une terre promise. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, on les connaît, quoi. Ceux qui acceptent l'idée que ce système est en train de s'effondrer. Donc nous, on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit, mais tu vois, quand on pose des questions aux gens, ils préfèrent prendre du temps d'acheter le dernier iPhone, d'avoir la dernière télé, d'aller en voyage, d'aller en vacances. Par contre, de s'intéresser à leur propre santé et les efforts à faire dans son quotidien pour aller bien déjà. Eh bien ça n'a pas l'air encore prioritaire. Donc on espère qu'avec cette crise, ça va le devenir un peu plus et que ça va remonter des échelons. Alors, il y a un concept dans la Grèce antique qui s'appelle l'acrasie, acrasia. L'acrasie, c'est l'idée que je sais quelle est la vertu, mais pourtant, je fais le vice. Et que c'est dans l'humain, ça. Et il faut aussi regarder ça en face. C'est que ça rejoint toutes les voies de sagesse. Les voies de sagesse sont des pratiques sans cesse renouvelées tous les jours, des habitudes à prendre, des habitudes à changer. Et c'est dur, ça frotte parce que c'est en train de poncer pour essayer de trouver le meilleur de vous, enlever tout le superflu. Et pour moi, c'est ce qui est en train de se passer. Cette crise, elle est en train de poncer le superflu pour qu'on aille vers le nécessaire et nous réinviter à une pratique quotidienne. Donc aujourd'hui, l'ensemble du consumérisme est lié à un mensonge, est lié au mensonge qu'on pourrait tirer sur les réserves de la planète à l'infini, est lié sur le mensonge que c'est normal qu'il y ait des enfants dans des villes-usines en Chine, c'est pas grave, pays au lance-pierre, c'est normal qu'il y ait des gens qui soient enterrés vivants dans des mines de tantale en République démocratique du Congo avec des guerres pour les supraconducteurs qui sont dans votre téléphone, c'est normal qu'il y ait des guerres au Chili pour le lithium, et à la fin, il n'y a plus de convocation morale.
Morale, j'entends par là essayer d'établir quel est le bien, quel est le mal, ou en tout cas de s'en faire une idée, et à la fin de conclure. Qu'est-ce que je dois faire? Donc ça, c'est notre rapport à la technique. Il y a quelque chose de pathologique dans notre rapport à la technique. Bon, là, on est dans mon champ, hein, parce que moi, voilà, j'ai une partie de moi qui fait de l'anthropologie de la technique, qui n'est pas juste médecin réanimateur. Euh, et pour ça, je vous inviterai à aller revoir ou à voir, pour ceux qui l'ont pas vu, Les dieux sont tombés sur la tête. C'est un vieux film où il y a une bouteille de coca qui tombe sur la tête dans un village d'un peuple premier. Et ça sème la zizanie, ça sème la discorde. En fait, ils vont se battre pour cette bouteille de coca. On peut souffler dedans, ça fait un peu d'instrument de musique. On peut l'utiliser pour piler le manioc, etc. Tout le monde est fasciné par cette bouteille de coca. Puis au bout d'un moment, le peuple lui-même décide. Et il faut qu'on balance ce truc. Ça nous apporte plus de malheur que de joie. Et ça nous désunit. Ça désunit le groupe. Actuellement, une bonne partie de la technique, qu'elle soit médicale ou qu'elle soit de l'information comme les téléphones, en fait, apporte la discorde, la destruction du bien commun. Et en plus, à l'intérieur, elle contient une somme de violence, de guerre, de brutalité, de malversation, de tricherie financière, pour à la fin vous faire croire que vous pouvez acheter un iPhone pour 10 € par mois. Non, bien sûr que non. C'est pas vrai. Ça procède d'un mensonge. Et donc, ta question sur mais est-ce que cette crise va permettre aux gens de revenir à l'essentiel? Bah, effectivement, il y a ce constat aussi que sous la contrainte, l'humain revient à ce qui le touche le plus. Ma crainte, je n'ai pas vraiment de crainte, je suis assez confiant dans l'avenir et je suis quelqu'un de plutôt optimiste en fait. Euh, mais je pense que ça ne se passe pas tout seul. Il y a besoin de résistants, il y a besoin de gens qui montrent le chemin, il y a besoin de gens qui vivent la pratique et la rendent désirable. C'est-à-dire, si vous êtes un écologiste verdâtre qui veut rien, qui déteste tout, le monde est dangereux tel qu'il est, de toute manière, c'est l'humain le problème, c'est pas très désirable. À la fin, vous allez avoir plutôt des gens qui vont dire bon, bah, tant qu'à être sur le Titanic, moi je vais danser, hein. Je vais acheter un 4x4 et puis partir en vacances faire du ski à Gstaad ou au Japon, quoi. Tant pis, hein. Foutu pour foutu. Donc l'idée, c'est plutôt d'incarner un futur désirable. Et je crois qu'une partie des médecines holistiques incarne ça parce qu'elles contiennent une posture du soignant qui est dans une posture de bienveillance. Alors on l'a dit, il y a des écueils, hein, il y a des gourous, il y a des gens qui prennent le contrôle, qui prennent du pouvoir sur l'autre et qui renouvellent la même chose que ce qui existait dans la médecine moderne, allopathique, on va dire. Voilà, donc ça c'est un peu les deux voies. On a parlé tout à l'heure de la rencontre, de la rencontre des deux médecines. Moi, c'est ce que je souhaite en fait. C'est pour ça qu'on crée Réinfo Santé. C'est que je pense qu'il y a plein de choses à tirer de la médecine allopathique. Il faut pas jeter les bébés avec l'eau du bain. Il y a des choses très très admirables en fait par la technique. Et puis il y a des moments où on arrive dans ce que Ivan Illich appelait le deuxième seuil de contre-productivité de la technique. Qu'est-ce qu'il entend par là? Ivan Illich est un penseur de l'écologie et de la technique. Il dit bien un moment où la technique elle fait décoller le vivre ensemble, elle nous aide, elle nous maintient en bonne santé. Puis à un moment, elle est contre-productive. Aujourd'hui, quand vous regardez l'ensemble de l'argent mis dans le système de santé, plus vous en mettez, plus vous avez de gens malades. Et c'est paradoxal. Vous devriez, ça devrait pas être ça. Voilà. Donc, reste à bâtir un modèle économique en fait de cette remédiation du chronique, comme tu le disais, ou de la bénignité, c'est-à-dire de toutes ces petites choses qui vont à la fin concourir à faire un état grave ou une grosse maladie, on va dire. Que tant que c'est des petites maladies, déjà elles sont dures à voir, il faut être subtil, elles sont peut-être dures à traiter parce que va falloir changer les habitudes. Difficile, mais ça veut dire va falloir faire un vrai travail alors que pour le moment, il y a toujours un peu la baguette magique de la médecine allopathique. Et ça correspond à une autre idée, c'est celle de nos mythologies. La mythologie de la lampe d'Aladin, de toutes les souhaits, les vœux qui se réalisent comme ça par la baguette magique. Ça, à mon avis, c'est une partie de la médecine allopathique. Puis il y a une autre mythologie qui est celle du travail sur soi, du travail avec l'autre, accompagné par un chaman bienveillant, accompagné par quelqu'un qui veut notre bien et qui veut nous aider à grandir et à progresser, accompagné par le groupe social aussi qui nous serre les coudes pour qu'on soit bien et qui comprend que quand il y en a un qui bouge, il y a tout le groupe qui bouge. Et donc, il faut tous, s'il y en a un qui est pas bien, il faut tous qu'on en prenne soin. Si vous prenez quelqu'un qui est alcoolique ou qui est pas bien dans sa vie, en général, il y a lui, c'est sûr. Mais il y a tout ce qu'il y a autour d'interaction humaine qu'il va falloir remodifier, qu'il va falloir rebouger. Pas un hasard si souvent
une partie de la thérapeutique passe par s'isoler déjà pendant un moment. Les gens, ils font des retraites pour ne plus être dans les interactions telles qu'elles étaient, pour ne pas reproduire. Si vous refaites les mêmes choses, vous allez reproduire les mêmes conséquences. Donc, il va bien falloir changer quelque chose dans votre vie pour avoir des conséquences différentes. Et comme tu dis, c'est un travail. Donc moi, il n'y a pas de normes, on est tous différents. Mais déjà, pour apprendre ce travail et ces bonnes bases de l'hygiène de vie, comme tu dis, hein, eh bien, je pense qu'il faut au moins 1 an pour avoir des bonnes bases. Il faut l'entretenir tout le temps, on continue et on évolue dans le temps, on change. Donc, il faut savoir réajuster pour pouvoir mieux se comprendre et puis aller bien dans son quotidien. Oui, il y a ça et il y a le fait que on parlait tout à l'heure d'une espèce de syndrome de l'imposteur. J'aurais pas le diplôme et donc je serais vu comme un charlatan, etc. Mais en fait, il y a beaucoup d'imposteurs dans les médecins, des gens qui n'ont jamais expérimenté. Moi, j'ai jamais été anesthésié, donc je sais même pas ce que c'est quand je fais une anesthésie. Et excuse-moi, je fais une toute petite pause pour répondre au téléphone. Je suis désolé. Ouais, Donc je disais, il y a ce syndrome de l'imposteur et de l'imposture. Roland Gori à Marseille qui a écrit un livre très bien que je conseille à tes auditeurs qui s'appelle La fabrique des imposteurs et qui décrit que notre société elle fabrique de l'imposture à tour de bras. Des gens qui font semblant, des hommes politiques qui font semblant de s'occuper du bien commun alors qu'en fait ils s'occupent de se remplir les poches, des industriels qui font semblant qu'ils veulent fabriquer quelque chose pour nous rendre service alors qu'en fait ils font une merdouille à obsolescence programmée pour faire plus de profit. Que des impostures de tous les côtés. Des gens qui font semblant d'être des grands professeurs alors qu'en fait ils ont toujours fait des études frelatées qui les ont amenés à être professeurs parce qu'ils ont trouvé en fait la martingale pour avoir le bon diplôme. Et donc une bonne façon de ne pas être un imposteur, on y revient encore une fois, c'est la pratique. Et il est significatif de voir que dans les médecines holistiques ou voilà, on va les appeler comme ça pour simplifier, sinon à chaque fois on va redire tout ce que ça peut être, mais dans tout ce champ-là du soin, en fait, c'est souvent des gens qui eux-mêmes se sont soignés, qui eux-mêmes ont bénéficié d'une voie et qui leur a permis de grandir, de trouver une réponse et ils se disent je vais la donner aux autres aussi. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est pas des imposteurs dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment vécu la pratique. Mais pour moi, il y a un écueil dont on parlait tout à l'heure, c'est celui potentiellement des gourous ou des gens qui prennent de la puissance, du pouvoir sur l'autre, qui reproduisent le même schéma, qui n'ont en fait pas complètement résolu ce problème de domination, et qui est que si vous avez suivi une voie, ça ne veut pas dire quelle est la bonne voie pour l'autre. C'est pas parce que ça a marché chez vous que ça va être la bonne voie. Et c'est en ça où il est très intéressant pour moi que d'ouvrir de multiples voies d'abord pour guérir quelqu'un ou pour l'aider à être en santé plutôt, puisqu'on est plutôt sur une médecine qui essaye de flatter la santé et pas de guérir la maladie, plutôt d'éviter la maladie, et qu'il y a plusieurs voies en fait, plusieurs chemins. Donc voilà, donc je trouve qu'il y a une nécessité d'être curieux, c'est-à-dire, et souvent c'est le cas, c'est-à-dire vous avez quelqu'un qui fait un cursus de naturopathie, ensuite il va faire un cursus d'autre chose, et puis il va faire encore un cursus d'autre chose, puis à la fin il va se trouver sa méthode à lui, entre guillemets, qui est peut-être pas la bonne, qui va marcher sur 70% des gens, et puis il va falloir qu'il creuse, qu'il aille gratter quelles sont les ressources de l'autre. Je vous donne un parallèle, c'est une sorte d'invitation, moi je vous le dis parce que voilà, j'ai 16 ans de recul de pratique professionnelle de médecin anesthésiste réanimateur et donc je peux vous le dire quoi, je me permets ça, cette expertise-là, mais je vais vous donner quelque chose qui n'a rien à voir, qui est la pédagogie sportive. En pédagogie sportive, quand vous essayez de faire de quelqu'un un champion, moi je connais bien la voile par exemple, en fait le bateau, vous allez avoir une technique pédagogique qui va marcher, qui va être celle qui vous a été enseignée, qui va marcher sur 80% des gens. Mais il y a 20% des gens, ça ne va pas marcher. Ils vont bloquer. Parce que les voies que vous aurez prises ne seront pas les bonnes pour eux. Et c'est en ça où il faut avoir de l'adaptabilité, de la ressource, de la créativité, de la résilience pour être capable de trouver chez cette personne-là par où je vais passer pour essayer de l'aider. Ou en tout cas pour lui permettre de s'aider elle-même. Et ça veut dire que comment je vais réussir à ouvrir certaines portes. Et là, vous avez tout le problème de la communication déjà, qui au-delà même des techniques de santé que vous voulez employer,
Votre régime aura beau être super bien, sans gluten, bio, local, de saison. En fait, la personne ne va pas réussir à le faire. Et donc, il va falloir trouver un moyen qu'elle s'en empare. Et tout le monde ne va pas être du tout au même endroit à ce moment-là. Il y a des gens, ils vont avoir besoin que vous alliez finalement faire le marché avec eux, parce que c'est ça qui ne va pas. Ils n'arrivent pas à faire le marché. Ils étaient habitués à aller à Leclerc ou à Carouf et ils n'y arrivent pas, quoi. Et pour eux, c'est compliqué le marché. Ils ne savent pas quels légumes prendre. C'est pas le bon jour dans leur emploi du temps, etc. Et en Canada, donc vraiment, là, il va falloir que la consulte, peut-être, soit de sortir avec eux et d'aller faire le marché. Ouais, Coco, on va faire le marché. Il y en a d'autres, ça va être, il va falloir préparer à manger ensemble. Parce qu'en fait, ils ont une espèce de flemme, préparer à manger. Ouais, non, surtout dans un monde où on peut commander, bip, 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 allô, Uber Eats, tiens, livre-moi tel truc. Et ils vont pas réussir à passer le cap parce que ils ont jamais trouvé la convivialité de faire à manger, par exemple. Ou ils ont jamais trouvé les arômes parce que c'était pas leur canal sensoriel. Il y en a d'autres, ça va être de la compréhension pure. C'est que vous leur expliquez des choses avec des mots, mais eux, ça passe plutôt par des images. Ils vont avoir besoin que vous leur donniez des images, fassiez des dessins, des schémas, parce que vous aurez beau leur parler, passe par là, quoi. Ça correspond à ce qu'on appelle le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, qui sont les canaux d'encodage sensoriel qu'on utilise en hypnose, qu'on utilise en permanence les médias, le marketing, pour vous bourrer le mou, vous mettre un message dans la tête. Donc vous allez avoir besoin de trouver comment visser quelque chose dans la tête de quelqu'un pour lui faire du bien, hein, je veux dire, pour que ça soit utile. Ok ? On est d'accord, tout à fait, tout à fait. Là, je me positionne dans un sommet donc sur la santé, hein, pour des gens qui sont dans une recherche. Voilà, je ne sais pas que c'est le bon positionnement pour toi. C'est tout ce qu'on dit en général dans notre école, donc tu es en plein dedans. Ok. Donc, justement, tu parlais de santé. Donc, juste pour revenir sur ce point-là, donc, tout le monde est devenu médecin, là, hein, sur les réseaux, tout le monde est médecin, ou tout le monde est naturo, enfin, tout le monde est spécialiste, tout le monde sait et a son avis sur tout. Moi, j'entends souvent une chose, ah, il a quand même attrapé cette maladie, pourtant il était en bonne santé, hein. Et du coup, c'est quoi la bonne santé pour toi? Je demande ton avis personnel parce que quand on voit le beau grand sportif qui mange bien puis qui tombe malade, on se dit, ah bah pourtant, alors lui, c'était un exemple, hein, mais il est quand même malade, donc ça peut arriver à tout le monde. Donc, c'est une porte d'entrée pour continuer à alimenter la peur, alors que beaucoup, nous, en naturopathie, on va dire que non, la santé, c'est un tout. On revient sur ce qu'on disait au début, mais ça peut être le sommeil, ça se peut, il s'intoxique avec des xénobiotiques en continu tous les jours, avec des nanoparticules de plastique, de carton, d'huile minérale. Ça peut être des ondes électromagnétiques qui l'impactent, ça peut être de la malbouffe, ça peut être la cuisson, ça peut être plein de choses. Et du coup, on ne s'arrête pas juste à il est beau, il est musclé, puis il ne mange pas trop mal. Et toi, dans ton domaine, qu'est-ce qui fait qu'on est en bonne santé? Qu'est-ce que la santé pour toi? Dans mon domaine, qui est celui de la médecine allopathique, on va dire, et de la réanimation, donc on est sur un champ assez étroit de la médecine allopathique, on est au sommet du pic pétrolier. Il faut que tu imagines que la réa, on est au top de la médecine allopathique et de la remédiation technique, quoi. Donc nous, on a une définition de la santé qui nous est répétée jusqu'à la nausée, en fait, hein, pendant nos études, ad nauseam, on dit en latin. Qui est que ce serait la définition de l'OMS, quoi, un état de parfait bien-être psychologique, affectif, machin. Mais qui postule donc que tout le monde est malade, puisqu'il n'y a personne qui est dans cet état-là. C'est pas vrai. Et que en plus, la personne n'est pas capable de remédier par elle-même à sa maladie, et que donc il lui faut un vendeur de remédiation. Donc l'OMS et l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, sont très proches, quoi. Et les labos pharmaceutiques, des gens qui cherchent à vous vendre de l'extérieur une remédiation. Une autre définition de la santé par Canguilhem, dans les écrits sur la médecine, qui est un texte intéressant, qui n'est pas forcément facile à lire, mais qui est intéressant. Et il réfléchit à cette question-là en partant de l'idée ancienne que ce serait le silence des organes, quand votre corps ne vous dit rien. Ça ne me paraît pas complètement fou, sauf qu'il faut entrevoir que le corps ne peut ne rien dire pendant longtemps, ou faire semblant, ou que quand il dit rien, est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas l'écouter? Parce que le corps dit beaucoup de choses et raconte beaucoup d'histoires, ou pour ceux qui sont visuels, nous montre beaucoup d'images, beaucoup de choses. Ceux qui sont plutôt kinesthésiques, nous fait ressentir beaucoup de choses.
encore faut-il être à l'écoute. Alors, le problème, c'est qu'il y a deux façons d'être à l'écoute. Il y a celui qui est à l'écoute anxieuse en permanence, un peu hypochondriaque, passant sa vie à se mesurer la température, à peser au gramme près ce qu'il mange, etc. Je suis pas sûr que ce soit non plus la santé, ça. Donc, pour moi, si tu me demandes dans ma vision très personnelle, la santé, il y a un côté, il y a une désinvolture, il y a quelque chose qui est de l'ordre du plaisir et du bonheur aussi à accepter, et parfois de l'excès, de dire qu'en fait, ça va varier. Et puis, il y a une pratique, c'est-à-dire une ascèse. Une ascèse qui consiste à essayer de poser que la santé, ce serait d'être en bonne relation avec le monde et avec soi-même. C'est-à-dire, d'un coup, d'être dans une interaction de joie avec les autres, avec la nature, avec la beauté, avec même les gens avec qui on n'est pas d'accord, arriver à être dans une sorte de joie, en fait. Même si c'est des interactions. Alors, donc, dès qu'on parle de santé, ça va forcément vers quelque chose d'un peu spirituel, ou en tout cas, ça ouvre des portes à la spiritualité et à des questions plus vastes que juste des organes qui marchent bien, des fonctions vitales qui sont optimisées, etc. Pour moi, elle rejoint un côté eudémoniste qui se rapproche des Grecs, c'est-à-dire la recherche du bonheur. Et donc, il y a cette idée que c'est pas un état qui est donné une fois pour toutes. C'est l'état le plus pacifié dans votre cercueil, quoi. Une fois que vous êtes bien mort, voilà, là, ça bouge plus. Au moins, vous n'êtes plus emmerdé par vos problèmes de santé, quoi. Mais qu'en fait, ça va être un état qui bouge et plein de petits signaux faibles qui me sont donnés en permanence pour essayer de réajuster ma relation au monde, ma relation à ce que je mange, à tout ce qui rentre en moi, ce que je mange, ce que j'écoute, ce que j'accepte de regarder, les pensées qu'on me donne, ce que je lis, les pensées que je nourris à l'intérieur aussi, qui vont du coup en émaner, et qu'il y a besoin d'une ascèse. L'ascèse, j'entends par là revenir aux besoins fondamentaux que je dois couvrir et d'être à l'écoute entre ce que je reçois, ce que je mange, ce qui vient en moi, et qu'est-ce qui se passe après. Parce que quelqu'un qui prend une cuite, il sait ce qui se passe après. Il n'a pas de doute, il a mal au crâne, il est fatigué, il n'a pas envie, il est un peu triste, etc. Et donc, il va prendre un Doliprane pour pas avoir mal au crâne, pour faire semblant, pour pas écouter ce que lui dit son corps. Mais son corps lui dit très profondément, tu n'aurais pas dû faire ça. Peut-être que tu pouvais être dans la joie autrement. Ou alors, sois conscient que tu l'as fait et vis-le jusqu'au bout. C'est-à-dire que maintenant, tu as besoin de repos. Tu as fait un excès et tu as besoin de repos. Et tu as besoin de ne pas avoir d'interaction. Hier, tu as multiplié les interactions, tu as reçu du bruit, de la musique à fond pendant plusieurs heures. Tu vas avoir besoin de silence. Tu vas avoir besoin de ne croiser personne pendant plusieurs jours, peut-être même. Et que s'il fait ça, peut-être qu'il peut faire la fête et compenser par pourquoi pas. C'est peut-être une sorte d'équilibre qui est faisable. Ou alors se dire plus jamais ça et le refaire à cause de l'acrasie dont on a déjà parlé. Et donc, il faut aussi avoir dans l'idée de la santé une sorte d'empathie, de bienveillance joyeuse pour nos imperfections aussi. Je ne dis pas qu'il faut tout laisser passer, mais voilà. Donc, il y a cette idée d'ascétisme et une autre idée, pour moi, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui existait déjà dans ma pratique de médecin réanimateur et anesthésiste, qui est l'idée qu'il y a un thermostat d'interaction avec le monde. C'est-à-dire que ce thermostat, je peux y toucher. Qu'est-ce que j'entends par là ? On va parler d'immunité, puisque c'était le thème du sommet. Ma relation au monde n'est pas une guerre, n'est pas quelque chose où je dois me défendre contre. Parfois, ça arrive, je dois me défendre contre, ça peut arriver. Mais ça n'est pas la seule modalité d'interaction. Je vais vous prendre un parallèle, c'est qu'on découvre dans l'étude du darwinisme à la fin du XXe siècle, puis le début du XXIe siècle, que le darwinisme postulait que c'était la compétition maximale qui sélectionnait les plus forts et que c'était ça qui déterminait la survie. Puis non, arrive une autre idée qui est peut-être la marque, etc. Ils disent non, il y a aussi des interactions de coopération, d'entraide, qui vont faire que ce groupe-là va survivre. Et que les fourmis, aussi petites soient-elles, aussi faciles à écrabouiller soient-elles, par un gros mastodonte comme nous, en fait, nous survivrons. Et survivront au Covid, bien mieux que nous. Parce qu'elles sont dans des interactions sociales
coopérative qui fonctionne bien. Et donc, c'est l'idée que finalement, dans notre relation au monde, si on le conçoit que dans une guerre, on va vouloir toujours se protéger, avoir des assurances, un masque, vivre caché, etc. Mais que si d'un coup on se dit non, 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 les agents infectieux qui sont dehors, en fait, j'en ai même en moi, qui m'aident, qui fabriquent des vitamines dans mon tube digestif. J'ai des virus plein la bouche, le nez, même dans mon système nerveux central. J'ai un microbiote dans mon tube digestif. J'en ai sur mes mains et sur ma peau, partout. Et en fait, je ne le sais pas, mais c'est utile. Et c'est pour le meilleur que ça arrive comme ça. Et donc, si je pars de cette idée, d'un coup, j'ouvre un autre possible dans les relations. J'ouvre un possible que je peux être en diplomatie avec les agents infectieux. Et de manière générale, en diplomatie avec le vivant. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes des vivants qui ont pris une forme individuée, qui se passent son temps à être en relation diplomatique avec d'autres vivants dans un même espace. D'autres vivants sur ma peau, d'autres vivants dans mon tube digestif, dans ma gorge, dans mon nez, dans mes yeux. Et ces relations diplomatiques, elles sont dans le même ordre de nuances et de complexité que celles des ambassadeurs. Les ambassadeurs passent leur temps dans du rapport de force, dans de l'amitié. Parfois, on s'entend vraiment bien, on coopère. Dans des coopérations, dans certains domaines, industriels ou culturels ou militaires. Et donc, pas dans tous les domaines. Parfois, on va avec telle bactérie ou telle chose faire certaines choses, mais avec d'autres, pas. Comme avec les autres humains. Vous avez des amis pour faire certaines choses, d'autres amis pour faire d'autres choses, des copains pour, voilà, des collègues de travail. Votre niveau d'interaction est encore différent pour concourir à une certaine tâche. Et en fait, il faut concevoir que votre relation aux agents infectieux est de cet ordre-là, avec autant de complexité et de nuances. Et donc, il y a des fois où vous allez devoir vraiment vous protéger. Il y a des fois où vous allez devoir laisser passer. D'autres fois où vous allez devoir laisser rentrer en vous, mais pas trop loin. D'autres fois, vous allez devoir vraiment tenir à l'extérieur. D'autres fois, où, voilà. Et alors, comment moduler ça? Bah, vous pouvez le moduler en vous soumettant à quelque chose d'un petit peu plus dur que ce que vous vivez d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu tends trop la corde, elle casse. Si tu la tends pas assez, elle ne sonne pas. Le vivant sonne en vous dans la mesure où vous tendez la corde justement. Ça rejoint l'ascèse, mais c'est le concept d'hormèse. Le concept d'hormèse, c'est cette idée que si je clampe une artère qui va au cerveau pendant quelques secondes, que je le fais plusieurs fois, mon cerveau à chaque fois reçoit moins de sang, moins d'oxygène, se prend un petit oula, waouh. Et comme un entraînement sportif. Et si à un moment je fais une chirurgie où je dois clamper de manière prolongée l'artère, en fait, il y aura eu plein de heat shock protéines, c'est-à-dire de chaperonines, de protéines qui protègent justement d'un choc ischémique. Il y aura eu la vascularisation de l'autre côté qui aura pris le relais d'autres veines, d'autres artères qui auront amélioré les choses. Il y aura une plasticité de mon cerveau qui aura fait que ces zones-là, leur fonction, le cerveau aura dit tiens, il y a d'autres zones dans mon cerveau qui vont prendre le relais. Il ne faut pas qu'il y ait qu'une seule zone qui sache faire ça. Si je sais parler qu'à un seul endroit dans mon cerveau, il y a des chances que si je coupe le contact à un moment, je ne sache plus parler. Ça va? Et donc, cette idée-là, qu'on a expérimentée, qu'on appelle le préconditionnement en médecine, c'est l'idée de l'entraînement en sport. Vous allez courir un peu plus loin, mais pas vous mettre minable, à vous péter un tendon d'Achille, à vous écraser les os du pied, à vous faire mal au dos. Non, juste un pas plus loin. Et ça, c'est quelque chose où il y a de l'accompagnement à faire parce que c'est pas facile de se l'imposer. Encore une fois, on est dans l'acrasie. Toute notre civilisation qui a mis le confort comme une valeur, s'est complètement trompée. Le confort n'est pas une valeur. La vie, c'est pas fait pour être confortable. Le bonheur et la santé, c'est pas le confort. Et donc, il faut arriver à dissocier ça. Santé et confort n'ont rien à voir. Santé, si je dois le résumer et finir la réponse à ma question, qui a été un peu bavarde, hein, je suis bavard. La santé, c'est d'avoir un niveau d'interaction avec le vivant, une sagesse de l'interaction avec le vivant. Voilà, je pourrais le résumer comme ça. Parfait. Le vivant en nous et en dehors de nous. Parfait. Du coup, pour rebondir, j'ai encore trois grandes questions.
Est-ce que tu peux nous… Parce que je vais peut-être t'en poser deux d'un coup, comme ça tu vas peut-être faire des liens ensemble. On parle beaucoup d'immunité active, passive, collective. J'ai l'impression que tout le monde est perdu avec ces thèmes-là. Si tu peux peut-être nous en parler. Et j'aurais envie que tu enchaînes un petit peu avec les vaccins. Alors évidemment, on n'est pas là pour casser encore du vaccin, mais euh, entre les vaccins qui existent depuis tout temps, j'ai envie de dire, le nouveau vaccin ARN, et aussi pourquoi nous, Français, on a 11 vaccins pour nos gamins, alors que dans d'autres pays, il n'y en a même pas, comme si nous, en France, on n'avait plus d'immunité, je ne sais pas. Hein. Et bah, tu peux peut-être rebondir, ça fait beaucoup de questions, mais tout est lié. Pourquoi on utilise ces adjuvants-là? Pourquoi on utilise notamment cet aluminium alors qu'on sait qu'il y a du phosphate de calcium, il y a des dérivés de magnésium qui existent dans d'autres pays notamment, et que nous, on a choisi ceux-ci, qui sont, je pense, quand même nocifs, mais scientifiquement, je ne saurais pas l'expliquer, moi. Ouais, alors c'est une question compliquée à traiter en fait comme ça en public parce que l'ordre des médecins a encore revu à la baisse notre capacité de liberté d'expression. Oui. Donc il y a eu un petit Mais comme, décret. mais comme tu peux, pour pas être embêté. Ouais. Mais bon, je suis assez centré pour dire ce que j'ai à dire et le dire de manière suffisamment subtile pour être sur le fil tout en voilà. Donc je pourrais dire en préambule pour rassurer l'ordre des médecins que les vaccins sont utiles. Bon. À voir. En tout cas, comme tout dogme, je crois que ça vaut le coup de se renseigner, d'aller travailler, d'aller regarder les gens qui ont regardé les courbes épidémiques des différentes maladies dont on nous vante que la vaccination les a éradiquées, et de regarder quel était le rôle, la part de la vaccination. Et elle est peut-être pas nulle, moi je n'exclus pas ça. Et est-ce qu'elle est prépondérante? Est-ce qu'elle est majoritaire dans l'éradication de ci, de ça, etc. Dans l'éradication en plus, c'est une drôle d'idée. C'est saut XXe siècle de vouloir éradiquer une maladie. Quelle drôle d'idée. En permaculture, si vous cherchez à éradiquer une mauvaise herbe, il y en aura une autre. Ça n'existe pas. La mauvaise herbe, c'est une plante bio-indicatrice, on dit. Donc, si vous voulez éradiquer un virus, vous avez de bonnes chances que il y en a un autre qui prenne la place. Quand vous voulez éradiquer une bactérie, il y en a une autre qui prend la place. Donc, plutôt réfléchir au contexte qui a fait que ce virus émerge, dans quelle terre a émergé cette mauvaise herbe. Ça, c'est plus intéressant. Le problème du terrain chez Béchamp ou du pasteurisme. Donc, à mon sens, je crois que la médecine allopathique a fait le choix du pasteurisme et que c'était un choix qui était propice à ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire à vendre une remédiation technique. Puisque finalement, s'il vous faut une solution extérieure pour vous défendre de quelque chose où, en travaillant sur le terrain, peut-être que vous auriez pu y survivre largement. Voilà. Moyennant quoi, je ne veux pas rester sur cette image forcément que binaire, c'est que on est aussi dans un état des lieux actuel de la santé des gens qui est qu'on est quand même en assez mauvaise santé et que ça va crescendo et qu'on a créé chez nos contemporains un niveau d'immunodépression, un niveau de fragilité qui est significatif. On a parmi nous, autour de nous, des gens qui sont dans un mauvais état immunitaire. Alors, il y a des gens dont c'est évident, des gens qui ont une greffe de rein, qui sont sous immunosuppresseurs, bien sûr. Les gens qui ont un cancer avec des chimiothérapies en cours et qui n'ont pas beaucoup de globules blancs ou des lymphomes, des leucémies, bien sûr. Et ces gens-là, peut-être qu'il faudrait vraiment réfléchir mais effectivement, peut-être qu'ils ont besoin de se protéger. Ou alors, il faudrait réfléchir à comment on traite leur cancer, etc. En amont. Mais ils sont là. Donc, ils sont quand même là. Ils existent. Et donc, on ne peut pas faire semblant et dire, bon, bonne chance, voilà. Il y a aussi besoin d'en prendre soin. Donc, en ce sens-là, je me dis que les vaccins, notamment peut-être contre le pneumocoque ou des choses comme ça, ne sont pas forcément inintéressants chez les gens qui sont très fragiles. Après, sur la question des 11 vaccins, on est vraiment sur une question très touchy politiquement et économiquement. Mais je crois que les gens ne sont pas dupes, en fait. Les gens ne sont pas dupes. Un enfant qui vient de naître, qui a 3 mois, etc. Enfin, quelle drôle d'idée, quoi, pour certaines des maladies. Et qu'en plus, cette idée de calendrier vaccinal universel, qui serait le même pour tout le monde sur toute la Terre,
il se réfère complètement de la biodiversité, des situations épidémiques différentes, de tel ou tel pathogène infectieux dans tel pays ou dans tel autre. On voudrait qu'on soit tous pareils, tous des gros Américains dégénérés, en fait, tout au long de l'Europe, de l'Occident, en Afrique. Non, en fait, fait fi des situations sociologiques ou ethnologiques ou anthropologiques qui sont différentes en fonction des pays. On n'a pas le même rapport à la liberté, on n'a pas le même rapport à la chose commune. Peut-être que dans des pays de confucianistes comme en Chine, le rapport au groupe, en fait, et à en fait que l'individu peut-être a moins son mot à dire, est très présent et qu'en fait il y a une tolérance à cette idée vaccinale qui est peut-être plus supportable que dans des pays où bah non, l'individu a sa place et sa liberté. Donc voilà, ça c'est pour mettre un cadre, contextualiser en gros la problématique de la vaccination, la contextualiser aussi de manière économique. Il y a des choses qui sont devenues absolument irrecevables éthiquement, qui sont l'idée que les firmes vaccinales ne supportent pas les dommages et intérêts des effets secondaires de leurs vaccins. Ça va pas. Elles ont réussi une espèce de tour de force juridique et économique consistant à dire que la loi fait qu'elles sont exonérées de devoir payer les effets secondaires de leur vaccin. Ce qui fait que vous imaginez bien si quelqu'un n'est pas responsable des conséquences de ses actes, il va faire n'importe quoi. Il va pas chercher à voir les effets secondaires non plus, parce que bon, voilà. Et parce qu'on a mis dans les mains des États au niveau économique, ça peut-être les gens ne savent pas, mais c'est des fonds nationaux qui payent pour les effets secondaires de la majorité des vaccins, même de tous en fait, parce que c'est une négociation dès le départ dans les contrats vaccinaux de dire c'est pas nous qui allons payer pour les dommages aux civils. Alors ils paieront pour quelques dommages au pénal par exemple, mais pas dans les juridictions civiles de dommages et intérêts. Et donc qui est-ce qui paye? C'est l'État. Et comme c'est l'État qui paye, eh ben, il n'a pas intérêt à financer la recherche sur les effets secondaires. Ah, sinon, il va devoir payer plus cher. Et donc, vous avez quelques équipes très motivées qui cherchent sur les effets secondaires. Et donc là, vous avez un biais majeur, c'est que ce sont des équipes qui elles-mêmes cherchent les effets secondaires. Donc, quand ils trouvent quelque chose, on leur dit oui, mais bon, vous cherchez toujours les effets secondaires, vous êtes des anti-vax. Bah oui, mais on a financé personne d'autre qui voulait le faire. Donc, on est dans un système qui est complètement pervers, complètement une imposture, comme on en a parlé tout à l'heure. Pervers, j'entends au sens où il est à l'envers par rapport à ce qu'il devrait faire, à l'envers par rapport à ce qu'il devrait être. Et donc, ce système, à mon sens, doit tomber. Mais pour moi, ça ne veut pas dire que tous les vaccins sont inutiles. Ça veut dire qu'il faut mettre de la nuance. Ça veut dire qu'il y a sûrement quelques vaccins peut-être qui sont utiles dans certains cas, à certains moments, qui sont peut-être utiles au moment d'une épidémie localement, et puis dans une endémie, il faut peut-être voir autre chose. Enfin voilà, c'est subtil, et donc c'est difficile de répondre de manière globale sur tous les vaccins. Et effectivement, il y a cette idée qu'il y a un gros travail sur le terrain à faire, peut-être plus que sur la remédiation technique vaccinale à des terrains débilités ou fatigués ou immunodéprimés. L'autre question que tu m'as posée, donc, oui. C'était qu'est-ce que c'est que l'immunité naturelle et tout ça. Il y avait trois autres choses. C'était, tu sais, les adjuvants ne sont pas les mêmes suivant les pays, alors qu'on a la connaissance quand même d'adjuvants moins nocifs. Et je sais même, j'ai peur de dire une bêtise, il faut vérifier la source. Je crois que pour les vaccins des animaux, je ne suis même pas sûr qu'ils aient les mêmes adjuvants, voire des adjuvants aussi nocifs. Ouais, tu as raison. Effectivement, chez les chats et les chiens, par exemple, il y a des gens qui ont réussi à obtenir qu'il n'y ait pas d'adjuvant aluminique, parce qu'ils ont montré qu'il y avait des effets secondaires, alors que chez l'humain, on n'arrive pas à obtenir ça. En fait, on est sur quelque chose où les médecins sont extrêmement prolétarisés. Moi, encore une fois, je suis quelqu'un que j'ai appris beaucoup de choses par la médecine, et que je pense qu'il y a besoin d'en parler, parce que peut-être qu'effectivement, on pourrait faire des vaccins safe, intelligents, etc. Il y en a quelqu'un à Lumini, qui a l'université à côté de Marseille, hein, il est immunologue et il réfléchit à une façon de se vacciner qui est très rigolote. C'est qu'il trouve que en faisant un tout petit trou dans l'épiderme au laser et en restant dans l'épiderme et en mettant une toute petite goutte de quelque chose, vraiment des concentrations infimes de quelque chose, en fait, il regarde au microscope électronique et il voit les cellules de l'enguerrance, les cellules de l'immunité qui giclent en profondeur, qui partent et qui vont donner le message à tout le corps. Et en fait, vous pouvez vous dire que notre peau passe notre temps à nous vacciner contre tout ce avec quoi on vit. Et vacciner, ça veut dire créer la bonne interaction. C'est pas juste créer un anticorps contre un antigène. C'est beaucoup plus subtil que ça. Parce que l'immunité, c'est pas juste l'immunité humorale.
Et il y a l'immunité cellulaire, il y a l'immunité autre, il y a le complément, il y a plein de facteurs. Et les schémas d'immunité, de modélisation d'immunologie, ils varient tous les 3 ans, tous les 4 ans. On change de modèle, on conçoit différemment. Et d'un coup, on se dit, ah ouais, il y avait des interactions qu'on n'avait pas comprises, etc. Et je pense qu'on est à la veille de changements majeurs dans la compréhension immunologique des choses par les relations justement entre on avait séparé les infectiologues des immunologues. Et on rejoint les infectiologues des immunologues qui se rendent compte qu'en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est en diplomatie avec le vivant. On n'est pas en guerre contre. Or, la logique vaccinale, c'est une logique où vous seriez en guerre contre. Vous devriez faire une mémoire immunitaire d'anticorps qui vous permettrait de neutraliser l'ennemi. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que ça marche pas très bien. Et dans le cas du coronavirus, précisément, tu m'as demandé la différence entre ces vaccins, c'est ça, non? Voilà, et Tu le vaccin allais me le demander. ARN, voilà, ce vaccin. Donc, ouais, sur les adjuvants, j'ai pas grand-chose à dire parce que je connais pas bien. J'ai juste, voilà, je pense que c'est un vrai champ d'investigation et là, et le savoir profane est plus important que le savoir médical. C'est quand même quelque chose de gros, quoi. Hein. Avec toute la contextualisation économique dont je vous ai parlé, et juridique dont je vous ai parlé, qui va consister à essayer de ne pas voir les effets secondaires, qui sont parfois difficiles à mettre en évidence, parce qu'ils arrivent longtemps après. Pour le vaccin Pandemrix de la grippe H1N1, il y a eu des narcolepsies et des catalepsies jusqu'à 2 ans après. Et peut-être même d'autres encore qu'on n'a pas vu. Hein. Mais ça veut dire que si vous voulez faire le lien, et encore ça a été fait là le lien, mais si vous voulez faire le lien entre un effet secondaire et un vaccin, une maladie dysimmunitaire qui survient, dont le trigger sera la vaccination, c'est-à-dire l'élément déclenchant sera la vaccination, mais en fait ce sera l'accumulation de plein d'autres choses aussi en même temps. C'est difficile, quoi. Et donc je disais, juste, si tu pouvais, est-ce que tu peux nous aiguiller sur ce que c'est que ce vaccin à ARN pour nous informer un petit peu ou pas? Oui, je peux vous aiguiller déjà sur quelqu'un qui s'appelle Thierry Velot, VELOT. Je crois que c'est Christian Velot, qui est directeur scientifique d'un groupe qui s'appelle CRIIGEN, CRIIGEN, qui explique assez bien dans quelques vidéos comment ça marche tous ces vaccins, quels sont les différents types qui existent. Donc ça, voilà, bon, je vais pas prendre l'heure et demie qu'il prend pour vous expliquer, puis j'aurais pas forcément tout retenu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on est sur une technologie vaccinale où il s'agit de vous injecter le code. L'ARN, c'est le code qui va être ensuite traduit en protéines. Les protéines, c'est les petits morceaux qui vont être efficaces dans le corps, qui vont faire les enzymes, qui vont ils vont véhiculer d'autres choses, qui vont, voilà. Et en fait, on se sert de votre corps comme d'une usine à produire les protéines qui elles-mêmes seront immunogènes, c'est-à-dire vont créer la réaction immunitaire qui va faire que vous aurez une certaine mémoire immunitaire contre ce truc-là. L'injection d'ARN, ouais, c'est long comme réponse, hein, si tu veux vraiment une réponse, mais non, mais on ira regarder du coup. donc, je suis peut-être sur un public déjà convaincu, enfin, je n'en sais rien, mais en tout cas, j'appelle à la prudence sur ces technologies vaccinales-là. Parce que le recul est faible, parce que les données qu'on a ne sont fournies que par Pfizer. Pfizer qui a été condamné ces 10 dernières années à 800 millions de dollars de pénalités pour falsification de données et publicité mensongère. Donc, vous pouvez faire confiance à celui qui vous vend ce qu'il veut vous vendre. Mais à mon avis, la prudence, c'est pas mal. Et moi, en médecine, un des dogmes, une des règles, c'est pas un dogme, c'est une posture. La posture, c'est primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Et ça, je pense qu'il faut le garder en tête. C'est hyper important, quoi. Et dans le doute, abstiens-toi. C'est des vieux dictons, quoi, hein, qu'il faut garder en tête. Vous devez pas faire quelque chose par peur ou par précipitation. Vous devez avant tout faire le tour, quoi. Donc, on a fait plusieurs vidéos avec Réinfo Covid autour de la vaccination. Et puis, je vous invite à aller regarder. Alors, passive et active, je sais pas très bien ce que ça veut dire. Donc, je peux pas t'écairer là-dessus. Sur l'immunité active et passive. Sur l'immunité collective, c'est l'idée que on est un groupe de population face à une épidémie et que si quelqu'un se défend lui-même, déjà, il évite de le transmettre à un autre éventuellement. Et puis, il va diminuer la diffusion du virus. C'est-à-dire, effectivement, c'est comme si tu imaginais que nous sommes le terrain du virus. Si tu changes ce terrain, que tu le rends résistant au virus, qu'il ne passe plus à travers lui, ou qu'en tout cas, quand il passe à travers, il se retrouve bloqué. Il ne va pas se remultiplier. Il va plus y avoir de virus qui pousse.
Et donc ça, c'est une idée intéressante parce que pour le coup, elle ressemble à de la permaculture. Si je veux qu'il y ait des herbes différentes qui poussent à cet endroit-là, je vais devoir amender la terre. Je vais devoir mettre d'autres plantes autour. Et donc l'idée d'immunité collective, elle est très intéressante. Mais il y a une immunité collective naturelle, on va dire, qui est celle de ceux qui font la maladie et qui développent une protection. Et puis l'immunité artificielle, induite par une vaccination. Or, le niveau d'efficacité de l'un ou de l'autre n'a rien à voir. Le niveau d'efficacité de l'immunité naturelle contre ce virus, pour le moment, est faible. C'est-à-dire qu'il y a des gens faibles. Il y a des gens qui vont refaire la maladie. S'ils avaient tous les facteurs de risque et qui sont encore là, ils vont le refaire. Là, on travaille sur le terrain individuel. Si on n'a rien changé à la situation, il va se reproduire les mêmes choses. Ils vont refaire pourquoi? Parce que le virus mute beaucoup. On est déjà au 5e variant à Marseille. Vous avez entendu parler du variant anglais, du mutant anglais, du mutant sud-africain. En fait, ce virus est instable. Les coronaviridés sont instables, mais pas tant que ça d'habitude. Plutôt tous les ans, un peu comme la grippe, quoi, on va dire. Mais là, c'est tous les 3 mois. Donc, si vous voulez une immunité artificielle qui tienne la route, c'est-à-dire que vous allez vous revacciner tous les 3 mois. C'est ça. On est dans une logique virus-antivirus informatique, quoi. On passe son temps à vous mettre en obsolescence. Et voilà. Donc, il y a un moment, il faut changer de système d'exploitation. Mettez-vous sous Linux. Vous n'aurez plus de virus, quoi. Donc, il y a un moment, il faut plutôt faire ce qu'il y a à faire pour que le virus passe à travers vous et soit absolument anodin. L'autre chose, c'est que sur cette immunité collective, on n'est pas au clair sur mais combien il faut de gens pour changer la Terre. Parce qu'on n'est pas au clair sur comment se transmet le virus. Vous avez vu paraître ces études sur la transmissibilité virale il y a 3 semaines qui montrent chez plein de Chinois, puis il y a eu d'autres études, mais sur 10 millions de Chinois, qu'en gros, il n'y a pas de transmission asymptomatique et il n'y a pas de transmission présymptomatique. C'est-à-dire les gens chez qui on trouve du virus mais qui n'ont aucun symptôme ne transmettent pas. Et les gens qui ont des symptômes, en fait, ils ne transmettaient pas dans les jours d'avant. Donc, si vous avez fait la fête avec quelqu'un qui vous dit 3 jours après, en fait, j'étais malade, peut-être que tu dois te tester, il y a des arguments pour dire que c'est n'importe quoi. L'autre chose, c'est que si vous testez, je crois qu'il ne faut pas se tester en étant tracé par les ARS, par le système, par tous anti-Covid, etc. Il faut développer plutôt de l'autotest à domicile, où en gros, voilà, si vous êtes virifère, vous allez peut-être vous isoler un peu, rester tranquille, comme on fait quand on est malade en vrai. On reste tranquille, quoi, dans son coin. Parce que les tests qu'on vous propose dans des barnums dans la rue, ça correspond à du tracking, quoi. À la fin, votre fichier, voilà. Donc ça, voilà, là je suis sur la ligne rouge clairement. Mais globalement, l'IHU le défend aussi en disant mais achetez les autotests en pharmacie, ils ont ce qu'il faut de sensibilité pour voir si vous êtes virifère. Ils sont très imparfaits, ils vont faire plein de faux positifs, plein de faux négatifs, mais globalement, voilà, ils vont peut-être vous éviter d'aller nourrir les statistiques, même statistiques qui induisent des comportements complètement délirants de la part du pouvoir, de confinement, de couvre-feu, de tout ce que vous voulez. Donc arrêtez d'aller tester dans les barnums, quoi. C'est la première chose à faire. Il faut faire tomber cette saloperie de test qui induit une politique sanitaire complètement tyrannique, dévastatrice économiquement, socialement, etc., quoi. On va pouvoir conclure sur une chose, si tu veux bien. Après, je pourrais te laisser. Du coup, comment rassurer les personnes en ce moment? On sait que la peur tue beaucoup de monde aussi, hein. Donc, quel type d'espoir on peut donner pour conclure? Et aussi, on a tous envie de savoir ce que Louis Fouché prend pour avoir une si bonne vitalité. Donc, du zinc, du cuivre, de la vitamine C, probiotiques, qu'est-ce que tu fais? Moi, je prends de la vitamine C, je prends du zinc et je prends de la vitamine D en ce moment, en tout cas, parce qu'il y a une 3e épidémie qui arrive sur Marseille. Et donc, là, on est en hiver et j'ai envie d'être prêt, d'autant que moi, je vais être en première ligne, on va dire. En 2e ligne, parce que je suis pas une réanimation qui fait. Je suis en 2e ligne Covid, quoi. C'est quand ça commence à être saturé dans les réas centre-ville. Je suis en centre-ville aussi, mais à ce moment-là, on prend le relais. Donc voilà. Donc moi, je prends ça déjà. J'essaie d'être dans la joie et de me nourrir de joie, d'humour aussi, de dire tout ça va finir dans un grand éclat de rire. On peut espérer. Comme voilà, le verre d'Apollinaire. Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. Vous vous souvenez? En paillettes, quoi, en feu d'artifice. Toute cette crise s'arrête. Je suis pas sûr, mais on verra. Je pense qu'à la fin, on fera la fête quand même. Et puis,
comment rassurer? C'est la question. C'est toute la question qu'on se pose avec Réinfo Covid. Hein. Oui. Des gens qui veulent pas être rassurés, des gens qui veulent avoir peur. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas peur tous de la même chose. Des gens qui ont peur du virus, il y a des gens qui ont peur de Bill Gates, il y a des gens qui ont peur de l'OMS, il y a des gens qui ont peur de Macron, il y a des gens qui ont peur. Puis il y a des fois, ils ont raison d'avoir peur, peut-être. Mais l'idée, c'est de transformer la peur en prudence et puis de transformer la colère en courage. Et à mon sens, on est encore dans une relation diplomatique. Donc, c'était le fil rouge de notre entretien. Mais c'est que si vous êtes en conflit, vous allez casser le lien et vous allez polariser l'autre dans sa posture. Donc, si vous cherchez à expliquer à quelqu'un qu'il a tort et à le convaincre, comme dit Thomas Dansbourg, c'est quelqu'un qui fait de la communication non violente, il dit il n'y a personne qui a envie d'être un con vaincu. Et donc, il y a besoin du temps, puisqu'on a parlé de ça aussi, on a parlé du temps. N'espérez pas dans une discussion avec quelqu'un qui change d'avis à la fin. Ça n'a aucune chance d'arriver. Voilà, je vous le dis, ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, espérez avoir posé des graines, planté des graines. Planter des graines qui sont de nature, de regarder la réalité en face. C'est-à-dire d'essayer d'être objectif vous-même, de ne pas être dans des biais de confirmation ni rien, de regarder les choses, les différents témoignages, de regarder qu'en fait, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui, peut-être ça a du sens, mais peut-être ça n'en a pas. Mais en tout cas, le regarder, quoi. Et après, le digérer, dire j'ai regardé la réalité, j'ai vu plein de choses différentes. Et moi, une fois que je l'ai digéré, j'en ai fait ça. J'en ai fait cette idée-là que on est dans une épidémie qui est peu ou prou de l'ordre de grandeur d'une grippe saisonnière, un peu plus sévère peut-être, que la transmissibilité est finalement assez faible, que les tests ne sont pas des cas, que la majorité des tests positifs sont des asymptomatiques ou bénins, que finalement il y a très peu de gens qui sont graves et en réanimation, que même chez ces gens-là, on a des thérapeutiques qui fonctionnent, que l'état actuel des choses qu'on a regardé, c'est en fait en ne traitant pas les gens, en ayant des interdictions sur le fait de traiter. On n'a pas utilisé les traitements antiviraux qui fonctionnent et qui sont en train d'être démontrés efficaces. On n'a pas utilisé le renforcement immunitaire dont on sait qu'il fonctionne et qu'il est efficace, dont on a déjà parlé, la vitamine D, le zinc, la vitamine C, puis le sport, la joie. Puis il y a sûrement plein d'autres choses à faire que moi je ne connais pas, mais qui sont à explorer. Comment rassurer? Se mettre en lien et être exemplaire. Montrer par exemplarité et créer un rapport de force. J'entends par là un rapport dans la nature et il y a des rapports de concentration relative. Une chose arrive parce que à cet endroit-là, c'est très concentré. Et si vous prenez ce qui se passe à Marseille ou ce qui se passe à Lille, par exemple, vous viendriez dans les deux villes, vous ne verriez pas du tout la même chose en termes de respect du confinement, des masques et tout ça. C'est assez drôle. Et donc, nous, on a une concentration relative de liberté qui est plus importante. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez aller convaincre quelqu'un, mettez-vous à plusieurs. Groupez-vous d'abord entre gens qui pensent qu'il y a un problème, qui pensent qu'on n'est pas proportionné, qui pensent que ce n'est pas mesuré ce qui est en train de se passer, qui pensent que l'immunité vaccinale, attention, peut-être qu'il faut être prudent ou attendre un peu ou voir qu'il y a peut-être d'autres chemins. Et groupez-vous déjà. Retrouvez les gens avec qui vous êtes déjà un peu en phase. Parce que la solitude, là, va vous faire du mal aussi. Et donc, déjà, soufflez sur les braises du vivant. Et une fois que vous avez soufflé sur les braises du vivant, qu'il y a un petit feu qui est en train de prendre, nourrissez-le. Et donc, ça veut dire, mettez-vous à plusieurs devant une école avec des tracts, avec un parent d'élève, en montrant qu'en fait, on peut être sans masque, que les enfants peuvent jouer dans nos pattes et que c'est plutôt sympa, qu'on se serre dans les bras quand on se dit bonjour et que c'est ça qu'on a envie de vivre. C'est pas d'avoir peur dans son coin masqué, ça c'est pas souhaitable. Et si vous faites ça, si vous êtes nombreux, si vous êtes 20, vous aurez peut-être même rien besoin de dire. Il y a peut-être déjà des gens qui avaient un doute dans ceux qui avaient un masque et qui vont enlever le masque, qui vont venir vous voir, discuter avec vous. Ça y est, vous avez mis un peu de bois sur le feu. Il va être encore plus grand. Et puis petit à petit, vous aurez des gens qui veulent vraiment pas parce qu'en fait, ils ont plein d'autres peurs. Et le Covid, ça a juste catalysé d'un coup toutes les peurs qu'ils avaient. Et donc, ils veulent pas voir parce que ça leur ferait trop peur que le monde soit en train de s'effondrer, que notre société soit en train de se transformer. Ils ont trop à perdre. C'est trop confortable leur vie telle qu'elle est. Ils ont trop d'argent, ils sont trop bourgeois, ils sont trop, voilà, vous mettez le nom que vous voulez, hein, mais ils sont trop dans le système, donc ils n'ont pas du tout envie qu'ils changent. Et faudra attendre que l'eau monte pour cela. Ils viendront, c'est pas grave. Donc il faut de la patience et de la posture, la non violente, quoi. Donc dans Réinfo Covid, il y a vraiment cette idée de la posture. Et donc tu me demandes comment moi j'ai de la joie. Quand je fais un Zoom le soir, ça peut être tard et tout, mais à chaque fois je suis avec des gens
qui ont envie du bien commun, qui ont envie qu'on soit en santé, qui ont envie qu'on soit courageux. Je suis qu'avec des héros en fait, et ça me donne une patate très importante. Et donc cette nourriture-là, elle est bonne, et ça m'a remis dans l'instant présent. C'est-à-dire, je postule pas. Peut-être je serai arrêté par la police dans quelques jours. Peut-être je serai démis par l'ordre des médecins parce que j'ai dit ça ce soir. Ok, je suis prudent. J'essaie d'être mesuré dans ce que je dis en public. Donc ça, c'est l'intelligence de la peur, on va dire. La peur s'est transformée en prudence. Et puis de l'autre côté, la colère, de vouloir rentrer dans le chou, dire mais qu'est-ce qu'ils font au gouvernement? Qu'est-ce qu'il dit? 400 000 morts si on faisait rien, c'est n'importe quoi. Le modèle économique, le modèle épidémiologique est complètement faux au niveau mathématique, etc. Là, c'est la colère. Puis après, l'intelligence de la colère, on va dire, c'est le courage. C'est dire, OK, je vais prendre le réel tel qu'il est et je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et peut-être je ne peux pas tout faire. Je vais faire ce que je peux faire. Moi, ce que je sais faire, c'est parler, par exemple. Il y a d'autres qui vont savoir faire, c'est mettre des tracts sous les rétroviseurs, enfin sous les, comment ça s'appelle, les essuie-glaces. Il y en a d'autres, ça va être de mettre en lien les gens, de les fédérer, d'arriver à dire tiens, on fait un petit groupe de parents d'élèves qui pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les masques, avec les enfants. Il y en a d'autres, ça va être de défendre juridiquement, de monter au créneau parce qu'ils sont avocats, parce que, etc. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils sont naturopathes, ça va être de renforcer les défenses immunitaires de tout le monde et de montrer que en faisant ça, cette épidémie, bah, ça va. Et en plus, ça rend service aux autres. On diminue le poids sur les réanimations, on diminue le poids sur l'hôpital public. Bah, c'est bien. Donc, en fait, voilà, ça, c'est un des secrets de longévité. Je ne sais pas, on verra. Peut-être que je suis en train de me cramer. Ouais. Non, mais merci, Louis, d'avoir partagé tout ce que tu sais. On te garderait bien encore des heures et des heures, mais je vais te laisser, hein, je vais te libérer quand même. Ça Merci marche. beaucoup, merci d'avoir joué le jeu, de participer à ce moment de partage avec nous et à essayer de faire bouger un petit peu les choses, ou en tout cas donner des outils pour que chacun aille au moins explorer, c'est au moins le mérite. C'est vraiment ce que tu as dit au début, et moi je finirai là-dessus, c'est on ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, on ne cherche pas à mettre la médecine à dos non plus, hein. On veut travailler tous ensemble, mais au moins prendre le temps d'aller explorer avant de dénigrer. Il y a plein de choses de possibles pour aller mieux, et du coup, j'ai envie de dire qu'il faut se responsabiliser et aller voir ce qu'on peut faire et tester, essayer. Voilà. Ouais. Il n'y aura pas de messie. Nous sommes ce que nous attendions. Et moi, je te remercie beaucoup, Kevin, de m'avoir invité. C'est un honneur. Je suis flatté. Et j'ai une prescription à faire, mais vous en êtes tous peut-être convaincus déjà. Hein, c'est éteignez votre télé, éteignez votre téléphone portable iPhone. Ne l'allumez que pour appeler les gens que vous aimez. Et ça, c'est très dur. Vous allez voir, ça, il y a une acrasie là-dessus. Hein, parce que répondre aux tweets toute la journée, etc., c'est pas facile de lâcher ça. Mais on a parlé de cette idée de je fais quelque chose et je suis à l'écoute de ce qui se passe. J'essaie d'avoir une sémiologie fine. Écoutez ce qui se passe. Vous allez avoir du craving. Vous allez être en sevrage. Vous allez avoir comme ça. Donc mettez-vous dans les conditions pour que ce craving se passe bien. Voilà. Sinon vous allez ressauter sur votre téléphone ou vous allez devenir marteau, quoi. Vous allez devenir dépressif. Donc non, mettez-vous dans les conditions pour que ça se passe bien. Dans de la beauté, dans de la relation humaine, c'est-à-dire être entouré de gens que vous aimez. Donc faites une réunion présentielle. Et dans cette réunion présentielle, éteignez vos téléphones tous et acceptez de passer 3 jours comme ça, en réunion présentielle avec 3 jours de téléphone éteint. Et vous allez voir que vous allez vous nourrir de relations beaucoup plus vraies et riches que celles de Facebook, de Twitter, d'Instagram, de je sais pas quoi. Et donc ça c'est un vrai travail à faire. Et à mon avis, il est hyper intéressant parce que vous allez voir, vous allez tout de suite être dans une santé rayonnante avec 3 jours de moins de réseaux sociaux, de mauvaises nouvelles, de ce que vous voulez. Remettez-vous en lien. Ne croyez pas à ce que vous dit l'interprétation algorithmique du big data. J'entends par là ces courbes épidémiques, quelqu'un qui vous raconte la réalité et qui vous ment, quoi. Vous savez que Waze, quand il vous dit par où passer, bah, en fait, c'est en fonction de votre abonnement ensuite, c'est en fonction de vos préférences utilisateurs, c'est en fonction de votre agenda. En fait, il optimise votre expérience utilisateur de la réalité, mais il vous dit pas la réalité. Il y a des gens qui ont joué à ça, à mettre plein de téléphones dans un caddie dans une rue de San Francisco qui est bondée à une certaine heure, et ils ont mis 800 téléphones dans un caddie, et la rue était vide. Mais Waze disait il y avait un bouchon. Et donc tout le monde disait, bah, cette rue-là est pleine. Et donc Waze faisait passer par ailleurs. Et donc l'interprétation algorithmique du big data, elle est fausse en fait. C'est pas une façon de voir le monde. C'est pas ça la réalité. Et donc ça veut dire reprenez contact avec la réalité.
Et reprendre contact avec la réalité, c'est-à-dire pas rester derrière son écran à regarder qu'est-ce que m'envoient les Twitter sur ce qui se passe en Amérique, je sais pas où. Non, c'est revenir avec les vrais gens autour de vous et prendre soin de ça. Parce qu'il y a des gens qui vont pas bien là. Il y a des gens qui, juste à côté de vous, vont pas bien. Et une posture thérapeutique, c'est aussi d'accepter que l'autre, il n'est pas complètement responsable de sa maladie. Il y a des éléments où il est responsable, mais il n'y a pas de jugement moral à en faire. Le jugement moral, c'est de se dire, moi, j'essaie de l'aider. Ou de le mettre dans les conditions où il s'aide lui-même. Et s'il n'y arrive pas, eh ben, j'aurais fait ce que je pouvais. Et ce sera, et voilà, vous faites ce que vous pouvez, y compris dans le soin. Donc, ça, c'est reprendre contact avec le réel et reprenez soin des autres. Prenez soin de vous d'abord, prenez soin des autres. Ça, c'est les éthiques de la permaculture, en fait, mais je les reprends à mon compte parce que je pense qu'elles sont justes aussi dans le soin. Prenez soin de vous d'abord, parce que vous ne pouvez pas vouloir la paix là-devant si vous ne l'avez pas là-dedans. Vous ne pouvez pas vouloir du courage des autres si vous n'êtes pas courageux. Vous ne pouvez pas vouloir que les autres aient pas peur si vous-même vous avez peur. Et donc déjà ça, transformez ça, cette écologie intérieure-là, remettez-la en place. Et une fois que vous l'avez mise en place, prenez soin des autres. Prenez soin des autres que vous aimez d'abord, et puis des autres que vous n'aimez pas après, parce que c'est un peu plus dur. Ce que je vous ai dit, soufflez d'abord sur les braises, et après, allez voir les autres. Avec ceux que vous aimez et qui vont vous aider à prendre soin. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est que prendre soin à plusieurs de quelqu'un, ça marche mieux. Et puis, prenez soin du monde dans lequel on vit, de la nature, de la beauté, du vivant, des animaux, des plantes, de l'air qu'on respire. Et là, c'est tout un programme. Je crois que tu as parfaitement conclu. Un grand merci à toi, hein. Merci Kevin. Bonne soirée à toi. Bonne fin de dimanche. Merci Chez et toi. à bientôt. À bientôt. Au revoir. Now let's go.